J'ai mis 5 ans à comprendre l'essence de l'agilité. Avant, je voyais ça juste comme une recette, une méthode. Après, l'agile est mort, on aura le product est mort. Hein. C'est le prochain. Hein. Un de mes gros moteurs, c'est l'expérience. Dire, tiens, on va vivre un truc, c'est improbable, on sait pas ce qui va se passer, mais on va en tirer quelque chose. Et le quelque chose, c'est pas toujours de l'argent. C'est souvent du fun, ça c'est vrai. Moi, je suis pas du tout de l'école. L'important, c'est de participer. Pour une équipe, c'est pour gagner. Hein. Et c'est pour gagner des titres, c'est pour aller loin. La performance, c'est l'excellence. Quand tu es dans ta zone de confort, rapidement, tu as les certitudes qui viennent. Les certitudes, c'est la porte ouverte à la suffisance. Manager, c'est décider dans la certitude. Donc, c'est accepter de se planter. Si tu n'acceptes pas de te planter, si tu as peur de te planter, tu vas pas décider, tu vas pas manager. T'as 58 ans, tu lances ta boîte. Ouais. T'as des crédits, t'as des enfants. Dans un marché pourri où c'est la crise, toi, tu veux lancer ta boîte à 58 ans. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est bien, en fait. Ou c'est complètement con, je sais pas. Ça l'avenir le dira. La plus grande fierté, c'est une... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que des nomadistes agiles. Je suis Christophe et aujourd'hui j'ai un super invité. C'est quelqu'un qui m'a mis des claques cette année. C'est mon ancien manager et c'est aussi quelqu'un qui, à l'heure où on parle de créer du réseau, avoir de la visibilité sur Internet, c'est une personne qui est assez discrète mais qui a un réseau de malades, au moins sur Paris et même sur toute la France, que ce soit dans l'agilité ou dans la tech. Donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé cette année à me lancer aussi. Donc Xavier, bienvenue à toi. Merci Christophe. C'est un plaisir de donner des claques. Je recommencerai quand tu veux. Xavier, tu rentres dans un bar, tu passes toutes les personnes, mais je pense que les gens ont l'air cool et sympas. Comment tu te présentes ? Déjà, je ne vais pas me présenter tout de suite. Je vais déjà observer, voir un peu l'ambiance, les conversations. Et puis, je vais m'adapter. Toujours une adaptation au contexte. Et ensuite, je vais me présenter. Ça dépend ce que les gens veulent connaître. Ce qu'ils veulent connaître, ce que je suis, ce que je fais. C'est pas la même chose. Voilà. Et pour répondre à ta question, je dirais, si je me présente aujourd'hui, je dirais que je suis quelqu'un qui aime enchaîner les expériences. J'aime bien découvrir des choses nouvelles. Ne pas m'endormir sur mes lauriers. Enfin, voilà. Découvrir des nouvelles choses. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, je lance une activité, une entreprise. Donc pour moi, c'est nouveau. Et j'ai été avant ça consultant, coach agile. J'ai eu une expérience dans l'informatique depuis les années 2000. Et dans une ancienne vie, j'étais responsable de chantier, directeur de travaux dans le BTP. Donc je ne sais pas comment je peux me présenter à travers tout ça, mais c'est un peu rapidement le portrait que je peux faire de moi. D'accord. Là, tu t'es présenté un peu dans le prisme de ton travail. Ouais. Et si c'était le Xavier off ? Alors, le Xavier off, c'est marié, 3 enfants. Voilà, donc ça, c'est déjà une belle occupation, une belle réussite. Ensuite, c'est pareil, des passions qui changent. Un peu, voilà, j'étais passionné pendant très longtemps par la mécanique. Je réparais des motos anciennes. C'était un peu ma passion. Là, j'ai un peu lâché. Récemment, je me suis un peu découvert une nouvelle passion pour la finance d'entreprise. Donc, je souhaite me former sur le sujet. Alors, c'est totalement improbable parce que si je vais voir le Xavier d'il y a 3 ans, je lui dis tiens, tu vas te passionner par la finance d'entreprise. T'es devenu fou, en fait. Et donc, voilà, j'aime bien papillonner comme ça sur le sujet. Et puis, j'essaie d'atteindre le niveau que je souhaite avoir. Et puis, on attend un nouveau sujet. Ouais, avant qu'on aille dans le cœur du sujet, tu as dit tout à l'heure que tu étais chef de chantier. Oui, c'était mon premier métier. C'était encore le XXe siècle. Et donc, je me suis retrouvé, moi, après le service militaire, avec pas de diplôme, et je ne savais rien faire. Donc, je me suis dit, je vais taper, faire du bâtiment. J'ai commencé tout en bas, j'attachais les ferrailles sur les chantiers. Et rapidement, je suis monté, je me suis formé. Et je me suis rendu compte que si je voulais avoir des responsabilités, si je voulais gérer du monde, gérer des budgets, il fallait que j'aille là où personne ne voulait aller. Donc j'ai travaillé un petit peu en France et très vite je suis parti à l'étranger, dans des pays qui à l'époque craignaient. Et donc j'ai pu bosser en Algérie à l'époque où il y avait ce qu'on appelait politiquement les avènements.
et ensuite en Égypte au moment des attentats de Luxor. Donc voilà, il y a toujours une économie. C'est des pays qui étaient en crise, qui traversaient des moments difficiles, mais l'économie tournait. Et ils avaient besoin de gens un peu, on va dire, un peu aventureux, un peu tête brûlée, pour faire tourner les chantiers. Donc je me suis mis sur ce créneau, et très vite j'ai pu avoir la chance de gérer des gros chantiers, avec des gros budgets, avec du monde. Donc c'était une très bonne école et un très bon accélérateur. Tu gérais combien de personnes déjà à l'époque, hein? En Algérie, j'avais 300 personnes. Voilà, c'était un budget 40 millions, des chantiers à 40 millions, avec une dimension commerciale, sociale, sociétale même, puisqu'on est dans un écosystème qui était... voilà, on fait vivre des gens, on fait vivre des familles, on est dans des environnements où la sécurité était précaire. Donc on avait je dis on parce qu'on était deux sur chaque... On était deux dans une boîte, on avait chacun nos chantiers. Et puis voilà, c'était une époque et une expérience formidable, avec des gens formidables. T'avais pas peur? T'as pas ton entourage qui te dit mais fais pas ça, va pas là-bas. Alors tout le monde me disait ne va pas là-bas. Je me souviens, j'ai pris le dernier vol Air France qui quittait Charles de Gaulle pour aller à Alger. Et je me suis fait arrêter plusieurs fois par la police de l'air pour me dire vous vous trompez de vol. J'ai dit non, je vais vraiment là-bas. Les gens me regardaient comme qu'est-ce que ce suicidaire. Et en fait, voilà, moi j'ai adoré l'Algérie, les gens sont formidables. Ma plus grande fierté, c'est idiot de dire ça, mais c'est vraiment ma plus grande fierté, c'est quand j'ai eu ma carte de résidence algérien. Voilà, au bout d'un an, j'étais résident algérien, j'étais très fier de ça. Et pour répondre sur la peur, oui, alors la peur, on n'y pense pas forcément. Par contre, on a des réflexes bizarres. Voilà, il faut toujours que la voiture, le plein soit fait. On ne fait jamais les mêmes trajets aux mêmes horaires. Voilà, on pourrait en parler longtemps, mais il y avait, on prend des réflexes, on vivait dans la population, donc on apprend à connaître les gens, à leur faire confiance. Voilà, c'était... Et puis à se construire un réseau aussi. Ça, c'est des trucs on va dire d'expatriés dans des contextes difficiles. Il faut toujours avoir quelqu'un, une connaissance à l'aéroport, une connaissance aussi pour se nourrir, pour trouver la nourriture, et dans les systèmes sécuritaires de pays. Voilà, c'est toujours maintenir ce bon niveau de relation pour s'assurer la sécurité, simplement pour savoir vivre correctement, parce que par exemple à l'époque en Algérie il n'y avait pas assez de vols, et c'était très compliqué d'obtenir une place sur un avion et d'avoir les bonnes relations. Voilà, ça permettait de bouger un peu plus facilement. Du coup, après, tu es revenu en France? Alors, je ne suis pas revenu en France tout de suite. Ah ouais? J'ai bossé un peu plus d'un an en Algérie, vraiment dans le désert, parce que je travaillais pour des clients pétroliers. On leur construisait des bases-vie. Et vraiment, moi, j'étais en plus assez connu pour être le gars qu'on pouvait envoyer avant tout le monde, dans le désert, quand il y avait du sable. Et j'ai cru à un moment que j'allais me cramer, parce que dans le désert tout le temps, dans les conditions extrêmes, c'était très difficile. Je me suis dit, j'en ai marre du désert. Et le boulot que j'ai retrouvé après, c'était pour m'envoyer en Égypte, dans un autre désert. C'est ça qui était ironique. Où là, je me suis retrouvé à installer des antennes VHF pour l'aviation civile, tout autour du pays, donc dans tous les déserts du pays, donc le sud, l'est, l'ouest. Voilà. Et après, j'en ai un petit peu... j'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, je suis revenu dans des pays un petit peu plus tranquilles, puisque je suis parti en Polynésie française. Le cadre a changé. le cadre a changé, mais c'est pas forcément plus facile. Ah oui? C'est quoi Alors, il y a moins de risques, c'est sûr. Mais on va se retrouver dans des systèmes... tu as l'image idyllique de la Polynésie, celle qui plaît aux touristes. Et puis, tu as une réalité sociale du terrain, qui est des populations qui se mélangent peu. Tu vas avoir, on va dire les Français de métropole qui sont dans l'administration nationale, et ce qu'on appelle sur place les demi qui sont dans l'administration territoriale, les Chinois qui sont dans le commerce, et puis les Polynésiens de souche qui vont se retrouver avec, en fonction de la couleur de leur peau,
plus ou moins relégué dans les classes de la société. Donc ça, c'est une réalité qui ne dit pas son nom, parce qu'on affiche vraiment l'image de la nouvelle citaire, d'une société idéale. Mais c'est une société qui est très dure, c'est une société qui est assez peu inclusive vis-à-vis des gens qui ont des difficultés sociales. Et en tant qu'acteur économique, c'est difficile à assumer, c'est difficile à accepter. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça presque plus difficile d'être en Polynésie, même s'il y avait le cadre, hein, même si c'était sympa, même les paysages sont magnifiques, les gens sont super sympas. Mais d'un point de vue économique, d'un point de vue sa société, c'est plus difficile, c'est plus râpeux, plus rugueux. Ok. Voilà, et puis je me suis retrouvé dans une situation en Polynésie où je bossais, j'étais responsable d'une petite usine qui fabriquait petite usine qui fabriquait des aciers pour le bâtiment. Et mon patron de l'époque voulait que j'épouse sa fille et que je reprenne sa suite. J'avais 33 ans et je me suis dit, j'ai pas envie de ça en fait. J'ai pas envie de ça. J'avais l'impression de plus rien apprendre. Et moi, c'est un gros moteur pour moi apprendre. Et j'ai fait ce que j'appelle en souriant un peu ma crise de fin de millénaire. J'ai dit, j'arrête ça, je vais faire autre chose. Et je me dis, dans quel secteur est-ce que je peux apprendre ? Et je me dis, je vais refaire de l'informatique. Donc j'avais un petit peu je vais faire de l'informatique. J'avais un petit peu de patrimoine parce que voilà, j'étais plutôt bien payé et puis je dépensais pas grand-chose en métropole. Et donc j'en ai profité pour refaire des études. Ah oui. Voilà, donc j'ai fait tout en cours du soir jusqu'à un DUT, un DSCT au CNAM et puis un master ensuite. C'est quoi les matières que tu avais pris Informatique, donc informatique de gestion. Et puis j'avais une image d'un informaticien très hollywoodienne où le gars il te craque un système en une ligne de code. Et donc j'étais persuadé que j'allais me retrouver avec des gars qui seraient super techos. Donc j'ai pris des heures et des heures en cours du soir au CNAM sur des sujets tech, à me bouffer de la théorie du signal, des machins, enfin des trucs qui servent à rien, mais qui te rendent savant. et je pensais que j'avais beaucoup de temps à attraper. Donc au début, j'étais très techos. J'étais très tech, j'ai fait beaucoup de dev, j'ai fait ce que j'aimais beaucoup, moi, c'est l'administration de bases de données. Ça, c'était vraiment ma zone de génie. Et puis après, chasseur naturel, il revient au galop, je suis redevenu chef de projet, responsable de programme. Voilà. Et puis j'ai découvert à ce moment-là l'agilité, je suis parti dans le conseil. Ouais, on va aller là-dedans. Hein. Déjà, avec toute cette expérience à l'étranger, ça rabat tout ce que je veux te dire, mais ça t'a beaucoup apporté justement de revenir en France et ça te donnait un peu, un avantage. Alors oui et non. L'avantage, c'est que j'avais, assez jeune, j'avais une expérience de management assez forte, de gestion aussi, puisque j'avais géré des gros budgets, des grosses équipes. Je m'étais bien planté aussi sur beaucoup de choses. Hein. L'avantage de se planter vite, c'est qu'on apprend vite aussi. Mais j'ai expérimenté en France rapidement, je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que quand j'étais en Algérie, la relation que j'avais avec les gens, les situations, chaque jour était extraordinaire. Chaque jour, la relation humaine était extraordinaire. On vivait des choses qui étaient très intenses. Moi j'ai adoré ça. Le contexte était très difficile, mais il y avait une authenticité du quotidien qui était très forte et que j'ai beaucoup appréciée. Tu arrives en France, tu es plus dans quelque chose de plus calme, plus où on est sur des progressions, des parcours de vie un peu linéaires, avec je vais me marier, je vais faire des enfants. J'ai progressé dans ma boîte. Et moi, je m'ennuyais. Donc, j'avais besoin d'apprendre des trucs nouveaux, d'essayer des situations nouvelles. C'est pour ça que j'ai un peu provoqué ces situations. Attends, mais là, tu es en train de me dire qu'en fait, tu avais un peu coché toutes les cases, tu vois ? Mariage, enfant, CDI et tout. Ouais. Alors, c'est pas... En fait, j'avais vécu des trucs tellement intenses avant. Après, tu t'y prends goût. Tu vois, c'est comme une drogue. Tu prends goût, tu as envie de retrouver ça. Puis moi, un de mes gros moteurs, c'est l'expérience. C'est de dire, tiens, on va vivre un truc, c'est improbable,
On ne sait pas ce qui va se passer, mais on va en tirer quelque chose. Et le quelque chose, c'est pas toujours de l'argent. C'est souvent du fun, ça c'est vrai. Et si on peut en vivre, tant mieux. Mais en tout cas, c'est vraiment l'expérience qui motive. T'as dit quelque chose d'important, hein. Tu t'ennuyais, hein. C'est aussi mon moteur, tu vois. Dans le sens où, pour avoir de la créativité, il faut pas s'ennuyer, tu vois. Ouais. Donc, redevenir un éternel débutant, en fait, tu vois. Quitte à apprendre de nouvelles choses et se sentir un peu comme une merde ou comme un imposteur, parce que voilà. Et moi, je kiffe ça, en fait. Mais pendant des années, je me suis dit, c'est pas cool, je suis mal à l'aise, le regard des gens, tu changes de voie, tu repars de zéro, c'est pas ça, tu vois, la réussite qu'on m'avait dit. Bah, tu vois, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que tu vas tester tes limites. Et en les testant, bah, tu vas les repousser. Et tu vas faire l'apprentissage d'une vertu qui, pour moi, est une vertu cardinale, c'est l'humilité. C'est quand tu es dans ta zone de confort, c'est bien d'être dans ta zone de confort, mais rapidement, tu as les certitudes qui viennent. Les certitudes, c'est la porte ouverte à la suffisance. C'est je fais ça depuis 10 ans, ça va, on ne va pas me la faire, j'ai rien à prendre. Voilà. Donc, changer, se mettre des nouveaux défis, c'est recommencer. C'est se remettre en situation d'humilité, se dire bah, tiens, je ne sais pas tout. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire bah, peut-être je ne savais pas tout sur là où je pensais être bon aussi. Voilà, c'est le bénéfice de l'aspect contagieux de l'humilité. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que par culture familiale et par personnalité, je suis quelqu'un d'assez orgueilleux. Mais ce n'est pas l'orgueil contre les autres, c'est l'orgueil contre moi. Et donc, retrouver cette humilité, ça m'aide à progresser. Voilà, c'est une démarche, c'est presque thérapeutique. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me motive beaucoup, de me lancer dans des défis, et puis de dire jusqu'où je suis capable d'aller, je me fixe un objectif. Et puis ensuite, une fois que j'ai atteint, il faut que je trouve autre chose. T'es un peu parti dans la tech, après tes cours du soir où t'as après développé, mais bon. Alors la tech, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. J'étais plutôt un bon technicien. Et puis la tech, il y a quelque chose de très. J'ai réalisé quelque chose vers les années 2008, 2009. C'est que la tech allait plus vite que ma capacité à l'apprendre. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien tout maîtriser. On ne parlait pas de full stack à l'époque, mais voilà, on savait configurer un serveur, construire une base de données, modéliser, développer du front, du back, voilà. Et je comprenais à peu près tout. Et je n'étais pas bon en tout. Hein. Et puis, on a vu des frameworks arriver de plus en plus fréquemment. Enfin, pour les assimiler, c'était de plus en plus difficile. Il y a eu les choses se sont ultra spécialisées. Et je me suis dit, mais ça, je suis dépassé. L'effort que je dois mettre pour me rester à niveau, il est trop, il est too much. Et c'est aussi une époque où on a commencé à voir, moi j'aimais bien la tech, j'aimais bien le dev. On se disait, tiens, un centre de service en Inde ou en Roumanie ou je ne sais pas où, eh bien ça coûte moins cher. Donc je me suis dit, voilà, mon job est menacé. Donc je dis, je vais essayer autre chose, je vais revenir sur un peu sur la chefferie de projet. Je voulais faire aussi du conseil, c'est un truc qui m'intéressait, faire du conseil, notamment sur le sujet de l'agilité. Et voilà, je me suis un petit switch, et je me suis un peu éloigné de la tech, avec un peu de regret parfois. Je code plus du tout aujourd'hui, j'ai dû coder la dernière fois en 2019, tu vois. Donc plus récent que moi. Peut-être, je ne dis rien. Du coup, t'es passé dans le consulting un peu agile. C'était quoi, c'était dans les années 2010 C'est en 2010, ouais. C'était le gros boom, je crois, à l'époque. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Moi, j'ai découvert l'agilité en 2006, à peu près, avec mes équipes. Et j'y croyais très fort. Et je me suis dit, tiens, j'avais mis ça sur mes équipes à l'époque, je travaillais au Club Méditerranée. Et j'ai dit, tiens, j'aimerais bien essayer ça dans d'autres environnements. Et le boom est venu vraiment, oui, c'était vraiment le tout début.
Mais c'était l'époque héroïque, j'ai envie de dire. Et puis les premières transfos d'entreprises à l'échelle sont arrivées 2-3 années plus tard. Et puis ça a connu le boom que tu connais. Donc j'ai vécu un petit peu toutes les étapes, tout l'historique des transfos et de l'agilité. Et toutes les dérives aussi parfois. Voilà, donc ça me donne un peu un regard avec du recul sur le sujet, j'estime. T'as dit que t'avais commencé à l'implémenter au Club Med, t'es resté longtemps, je crois. Ouais, je suis resté 8 ans chez eux. Ouais, T'avais grimpé en plus tous les échelons, non? Ouais. Et en fait, j'avais découvert l'agilité en... J'étais chef de projet, puis on a foiré un projet. On avait reçu un beau cahier des charges, on avait bien développé le truc, et on l'a livré le sujet, et puis c'était pas utilisé. C'était pas du tout utilisé, Donc on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout d'adéquation entre le besoin utilisateur et ce qu'on nous avait demandé, et ce qu'on avait construit. Et donc je gérais aussi un budget, et donc je me suis dit, tiens, là j'ai fait perdre de l'argent à la boîte. Et donc on avait changé notre façon de travailler, j'avais dit, tiens, moi je veux quelqu'un du métier, on était sur du back-office, donc des gens du métier qui viennent avec nous sur l'open space, qui spécifient le jour même, on teste, on maquette, ils testent, voilà. Donc ça, c'était le premier niveau de collaboration. Et je disais, on livre chaque semaine. On livre un truc chaque semaine. Pour être prêt à arrêter, parce qu'on était à budget très, très, très contraint. Le club n'allait pas bien à l'époque. Et un jour, il y a un consultant, je ne sais plus quelle boîte, qui m'a dit que j'aurais inventé l'outil, que ça existait déjà. Et qu'en l'occurrence, il m'a parlé de Scrum la première fois. Donc voilà, je me suis intéressé au sujet. Et puis comme ça, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est la démarche intéressante. Et je vais dire un truc qui est bizarre. J'ai mis 5 ans, je pense, à comprendre l'essence de l'agilité. Avant, je voyais ça juste comme une recette, une méthode. Et je veux dire, la démarche, le fait de privilégier la collaboration, le privilégier la valeur, le privilégier d'être capable d'arrêter les choses ou de prendre des décisions juste à temps, j'ai mis très longtemps à le réaliser. Et c'est vrai qu'avant, j'étais plus dans une démarche, j'applique une méthodologie. Ouais, c'est la période où vous avez un peu le vent en poupe, dans le sens où il y avait plein de certifications. Alors, c'était pas encore. Pas encore. Pas encore. Toutes les certifs sont venues après. Il y avait peu de littérature. Ok. T'avais quelques articles. Voilà, t'avais pas de. Les certifs, c'est venu vraiment après. Et c'est venu, c'est venu avec le succès de l'agilité, c'est venu avec les premières transfos à l'échelle, avec les frameworks à l'échelle, toutes ces choses-là. Et puis, alors, un jour, on m'a dit que moi j'étais consultant, puis on m'a dit, t'es coach agile. Bon, j'ai dit, ok, si vous me... Voilà, j'ai pas choisi, mais voilà, je suis coach agile. Ça m'allait bien. Et puis, avec voilà, on a eu de plus en plus de transfos. Le métier de coach était pas très clair. Il y en a qui sont partis dans une direction, d'autres dans une autre direction. Il y a eu plein de choses qui se sont greffées sur l'agilité. Il y a eu tout ce qui est la gamification, l'animation avec des formats un peu rigolos, un peu avec des Legos, des ballons, que sais-je. Tu as ceux qui sont partis aussi beaucoup dans les frameworks à l'échelle. Safe pour ne pas le nommer, qui avec, on va dire, tout le côté rassurant des certifications et puis d'une documentation qui est assez exhaustive, assez riche. Et puis tu as ceux qui sont partis vers autre chose, vers le coaching pro. Et moi, tous ces 3 dimensions m'intéressaient assez peu. Et d'ailleurs, j'ai failli arrêter. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le terrain, l'efficacité, l'impact au niveau du terrain. Et je ne retrouvais pas dans ces trois façons de faire. Donc, voilà, c'est OK, tu as des frameworks, tu as des approches, tu as des outils, mais il faut toujours que ça serve à un intérêt plus grand. Voilà. Il faut que ça apporte de la valeur, il faut que ça apporte de l'argent pour ceux qui nous payent pour les accompagner. Et
Et mettre en place un framework, mettre en place ou jouer un atelier, ce n'est jamais en soi une finalité. Et donc voilà, pour moi, c'est très important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses et le comment vient après. Du coup, ouais, t'as pas voulu continuer le métier de coach agile, entre guillemets. Du coup, tu es encore retourné dans le management. Ouais, mais ça m'a toujours un peu, même quand j'étais en ESN, hein, je me suis retrouvé manager en ESN, que ce soit sur émission en tant que directeur de mission ou au sein de l'ESN. Donc j'aime bien ça, le management. J'aime bien ça parce que tu vois, je te parlais d'apprentissage et c'est un sujet où moi, j'ai pas atteint mes limites. Ou au contraire, j'ai touche tous les jours mes limites. Tu vois, tous les jours, je me dis, j'ai merdé là, ou là, j'aurais pu faire différemment. Donc ça, voilà, j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup me mouiller, prendre des décisions, me planter, me dire, tiens, pourquoi c'est bizarre de dire que j'aime planter, mais j'aime bien ça parce que c'est dire, ok, comment j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que j'ai merdé là? Et si ça serait recommencé, est-ce que je le ferais différemment? Et voilà, et puis tu as l'aspect, on va pas se mentir, il y a l'aspect humain, c'est intéressant. J'ai mis du temps, moi, à comprendre que tout le monde n'avait pas les mêmes aspirations, les mêmes moteurs de motivation. J'ai mis beaucoup de temps. Être à l'écoute de ça, savoir comment tu emmènes une équipe quelque part, ça, c'est quelque chose qui me motive. Moi, quand je bossais en Algérie, j'ai eu des équipes, notamment quand je bossais dans le sud, on parlait pas français, elles ne parlaient pas français, et moi je ne parlais pas arabe. Mais on arrivait à communiquer, on arrivait à bosser ensemble. Donc, tu vois, c'est trouver toutes ces clés qui permettent d'aller vers un objectif commun, dans le respect des gens, bien sûr, ça c'est important. Et puis, ça c'est vraiment quelque chose qui me motive. Et donner quelques claques. Ça, c'est après ça, attends. Parce que des claques bienveillantes, bien sûr. T'es un peu trop modeste, parce que bon, tu l'as dit tout à l'heure, en Algérie, t'avais managé 300 personnes, après t'as quand même accompagné des grands comptes. On va parler d'un grand groupe du 440. Ouais. Du coup, Ouais, t'es resté longtemps en plus là-bas. Je suis arrivé comme coach agile. Ok. Et au bout d'un an, on m'a demandé de prendre, comme le responsable du centre agile, tenter une autre expérience professionnelle. On m'a demandé de prendre sa suite. Et ça a été aussi le moment où le centre agile a changé de configuration, puisque les Scrum Masters ont été rattachés au centre agile, ce qui n'était pas le cas avant, c'était que les coachs. Donc oui, c'était très intéressant parce que c'était une organisation Digital Factory qui venait d'être créée, avec des gros enjeux sur le delivery, sur la collaboration. Donc il y avait un gros travail d'alignement pour dire qu'est-ce qu'on offre comme valeur en tant que centre agile, qu'est-ce que c'est que notre proposition de valeur, mais aussi comment est-ce qu'on la prouve, comment est-ce qu'on la mesure, qu'est-ce qu'on amène à l'entreprise au quotidien, et comment est-ce qu'on vend ça, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment complexe, parce que en tant que centre agile, on amène à la transformation, donc on lutte contre un système, pour le bien du système, mais contre le système. Donc c'est toujours une histoire de où est-ce qu'on va placer le curseur entre courber les chines et faire face. Et ça a été mon quotidien pendant 3 ans, avec l'équipe, parce que je n'étais pas tout seul, j'avais l'équipe, 25 personnes. Donc ils étaient là pour réussir cette transformation, et moi j'étais là pour les soutenir dans ce succès. Il y a un truc intéressant que tu dis là, dans le contexte. Déjà, c'est pas donné à toutes les boîtes, tu vois, d'avoir déjà un centre agile où ils dédient un budget dans ça, tu vois. Ouais. C'est quoi le shift? C'est quoi le fait qu'ils ont financé parce que là, tu dis 25 personnes, c'est déjà un gros coup. Oui. Alors, pour d'aller dans la démarche, tu vois, à chaque fois, je le dis dans les anciens podcasts, pour une boîte, tu vois, mettre du budget pour quelqu'un qui produit pas, entre guillemets, Oui. qui développe pas et qui... Alors, comment ils ont fait pour changer un peu le site industrie pour se dire, non, nous, on va aller là-dedans. Oui, Il y a plein de boîtes qui sont sceptiques sur ça, tu vois. Eh bien, une des clés, c'est d'avoir la mesure.
C'est là où la mesure, c'est de dire, tiens, faire venir un Scrum Master, faire venir un coach, c'est un investissement. On sait combien ça coûte. Donc il faut, comme tout investissement, on espère un retour sur investissement. Donc toute la difficulté, c'est de dire comment je calcule ce retour sur investissement. Donc pour un Scrum Master, le retour sur investissement, c'est le succès de l'équipe. C'est est-ce que l'équipe fonctionne bien, est-ce que l'équipe a un fonctionnement fluide, est-ce qu'elle délivre mieux en qualité. Et on va essayer de le mesurer, on va essayer de le communiquer. Donc c'est toujours très difficile, parce qu'on participe à un succès collectif, et on ne peut pas s'approprier, en tant qu'individu, ou en tant que même centre agile, un succès qui est le succès de l'entreprise. Donc il y a un petit jeu d'équilibriste à faire, mais il y a des éléments de mesure. On va mesurer de la productivité. C'est un mot qui fait peur, mais c'est pas sale, la productivité. C'est juste dire comment est-ce qu'on travaille pas plus, mais comment est-ce qu'on travaille mieux, comment est-ce qu'on perd moins de temps, comment il y a moins de gâchis, moins de temps d'attente, tous ces sujets. Comment est-ce qu'on se synchronise mieux. Donc aujourd'hui, oui, au bout de 3 ans, ce centre agile existe toujours, sa valeur est perçue. Par contre, toujours, il faut se remettre en question pour est-ce qu'on est sur les bons sujets. Alors au début, c'est facile. On va expliquer comment, si on parle de Scrum, on va expliquer les rôles, les événements du framework, et puis on va configurer un Jira. Et ça, on dit OK. Voilà, mais ensuite, on va aller plus loin. On va dire tiens, mon équipe, t'as tout ça qui est en place. Qu'est-ce qui fonctionne pas ? Est-ce qu'on est sur les bons sujets en tant que Scrum Master ? Peut-être qu'on a des problèmes de DevOps, de collaboration avec d'autres équipes, de qualité, enfin, voilà, tous ces sujets que moi j'ai l'habitude de dire. Alors on dit parfois que je vois souvent le verre à moitié vide, mais c'est un métier, on peut pas me dire tout va bien. Et quand on me dit, moi, qu'un Scrum Master ou un coach me dit non, tout va bien, ça roule, petite lumière rouge. On est dans l'ingénierie logicielle, dans le projet. Il y a toujours je dis pas que tout doit aller mal, mais il y a toujours des trucs qui sont pas prévus, il y a toujours des impondérables, il y a toujours des difficultés, il y a toujours et il faut savoir les anticiper, ne pas subir et être alerte sur ces sujets. Et donc c'est en étant toujours dans cette posture et en montrant au management de l'entreprise qu'on a cette vision, qu'on a cette capacité à résoudre des problèmes, qu'on apporte de la valeur. Et ça, c'est important parce que il faut savoir, dans ces grands groupes, dans ces grosses entreprises, quand on parle d'une digital factory de 5000 personnes, la direction a très peu de visibilité sur ce qui se passe dans les équipes. Et donc, ils ont besoin de relais. Alors, l'idée, c'est pas d'aller cafeter et dire lui, il travaille mal et lui, il travaille bien. Mais c'est leur donner de la visibilité sur ça fonctionne, c'est sur les rails. Et ça, il y a peut-être ça à améliorer. Ou on pourrait faire différemment. Et donc, c'est construire des jeux d'alliance, donner confiance pour leur dire, tiens, cela, il m'apporte quelque chose. Je vais lui confier ce sujet, ou il va m'aider à résoudre ce truc. Donc c'est un travail de terrain et de longue haleine. C'est comme ça que j'ai vu cette mission. Et c'est vraiment le travail qui est fait par l'équipe, et moi je suis juste là, l'équipe est au service de l'entreprise, et moi je me mettais au service de mon équipe. C'était vraiment dans ce sens-là. Et pourquoi au service de mon équipe ? Pour les soutenir, parce que souvent ça amène des conversations difficiles, et dans une conversation difficile, il fallait que je sois là pour dire non, il a raison, et puis on va y aller ensemble. Voilà. Donc c'est un peu, c'est comme ça que ça fonctionne, je pense, que ça a fonctionné. Il y a sans doute d'autres façons de faire. En tout cas, c'est comme ça qu'on a réussi ensemble, je pense qu'on peut le dire. Et moi, je suis qu'un relais là-dedans. Je porte une... Moi, mon job, c'était juste, par rapport à cette équipe de centre agile, c'était de créer de l'alignement. J'ai vu beaucoup des centres agiles où on est entre coach, Scrum Master, c'est souvent des grosses personnalités, et c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça soit la querelle des chapelles. Voilà. Donc, il y a un temps pour l'échange, il y a un temps pour le partage des convictions, et puis à un moment, on s'aligne, et on avance tous dans la même direction. Ça, c'était mon job. Voilà. Ça ne fait pas de moi le meilleur agiliste, mais c'était mon job de faire en sorte que les meilleurs avancent dans la bonne direction. Ah, mais tu l'as dit en fait, c'est que si tu as les managers ou tu as le client qui voit de la valeur et qui voit ce que tu fais au quotidien, ils mettent le budget. Oui.
En On va fait, se dire les choses, tu vois. On n'est pas là pour faire créer des équipes de business pour que les gens ils s'entendent bien. Ils travaillent bien d'abord. c'est ça. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans CF, je crois que c'est une des premières phases, c'est il faut se placer dans une vision économique. Et donc, trop souvent dans nos métiers, on ne voit pas cette vision économique. Donc il faut toujours se poser la question de ce que je suis en train de faire, est-ce que ça amène plus que ce que ça ne coûte. Alors c'est pas facile, hein. Pas facile parce qu'on est sur des choses un peu, parfois, on ne produit pas en tant que tel. On va aider les autres à produire. Donc en tout cas, il faut avoir ce réflexe dans la démarche. Tu sais que quand je suis arrivé au début de l'année, là, le truc qui m'a mis la pression directe, c'est comme tu dis, c'était la thune. Dans le sens où si tu as un incident en prod ou un bug, c'est pas en dizaines d'euros, tu vois. Ça peut être en millions d'euros, Ah tu bah vois. quand tu es sur des... Oui, oui. Et Tu puis vois. ils savent le chiffrer. Et c'est chiffré direct, tu vois. Et moi, j'étais comme ça, tu vois. J'étais OK. OK, les gars, tu vois, je peux pas être le mec qui derrière. Bon, on va bien travailler, on va se dire les choses. Non, là, il y a un problème. Oui, et puis en tant que Scrum Master, je voulais répéter, hein, nous sommes responsables de la performance des équipes. Et c'est vrai que sous mon mandat, alors ça c'est quelque chose, c'est un message assez fort que moi je pousse, c'est qu'on a une obligation de résultat. C'est qu'on sort de l'obligation de moyens un peu traditionnelle dans nos rôles pour dire non, on est responsable du résultat. Ça ne veut pas dire qu'on va se faire couper la tête si ça se passe mal, mais ça crée un engagement, ça crée un ownership de ce qui se passe dans les équipes. Et c'est important. Et le travail va être facilité parce que les gens dans les équipes vont voir que tu te sens concerné. Toi aussi, tu n'es pas juste là pour coller des post-it, si je veux faire un raccourci. Et donc, ils vont, ça va créer, si tu veux, une synergie autour de ton job et autour de ce que doit produire l'équipe. Et c'est important aussi. Ouais, c'est ce qu'on avait parlé avec Youssef il y a 2 épisodes. C'est que il faut être skin in the game. Skin in the game, c'est quoi? Il faut être sur le terrain, il faut jouer sa peau, en fait. C'est ça, c'est ça. Et il n'y a pas le choix, tu vois. Enfin, quand C'est il y a ça. des millions qui sont en jeu, tu vois, tu peux pas. Je vais reprendre une image quand j'étais responsable de chantier. Quand tu es responsable de chantier, parfois sur les chantiers, tu as des travaux dangereux. Moi, je sais que quand il y a des travaux dangereux, j'étais toujours là. Je regardais. Je voulais être là. Je voulais faire attention. Je me sentais responsable. J'étais responsable déjà. Pénalement, j'étais responsable. Mais je me sentais responsable et je voulais que les gens voient que j'étais là. Ils voient que j'assumais le truc. Et puis de temps en temps, je dis on le fait pas. Trop dangereux. On le fait pas. On met pas les gens en risque. Voilà. Et c'est important d'être là, de se sentir concerné et pas juste on vient faire le truc parce qu'on est spécial, on est expert et puis on vient donner son avis et puis ensuite on rentre. Voilà. Non, c'est important, il y a de l'argent en jeu. Là, il n'y a pas de vie en jeu dans ce qu'on fait, mais il y a des sommes importantes. Ça fait vivre une entreprise. Une entreprise, ça nous fait vivre, ça fait vivre d'autres familles. Donc, il faut juste essayer de ne pas se planter, quoi, de faire les choses sérieusement. Non, il faut pas se planter, mais tu vois, il y a aussi des managers, tu vois, ils sont pas là en tant que sponsor. Je paye juste des GM et après, il faut que ça déroule, tu vois. Ils sont aussi là aussi pour que nous aussi, on a un regard parce qu'on est sur le terrain. Et du coup, il y a des conversations difficiles. Là, il y a peut-être un recrutement qui est pas bon ou une dynamique qui est pas bon. Moi, je peux essayer de porter la chose pour le changement et tout. Mais j'ai besoin que toi aussi, tu montres au créneau pour Bien épauler le sûr. discours parce que finalement, moi, je suis pas interne, tu vois, je suis consultant. Si tu veux, quand tu prends un poste de management, manager, c'est décider dans l'incertitude. Et donc, c'est accepter de se planter. Si tu n'acceptes pas de te planter, si tu as peur de te planter, tu ne vas pas décider, tu ne vas pas manager. Voilà, il faut vraiment intérioriser cette situation. Et tu n'auras pas toujours la data disponible qui permet d'appuyer ta décision. Je ne sais plus qui, je crois que c'est... Enfin, je ne vais pas le citer parce que je ne sais plus, je crois que c'est Drucker ou Demings qui disait quand tu as de la data, suffisamment de data pour décider, c'est souvent trop tard. Voilà, donc l'idée, il faut prendre des décisions. Alors c'est un peu de data, un peu d'écoute aussi les avis des uns des autres, c'est un peu de feeling,
Et puis voilà. Aussi, des fois, pas écouter. Ou pas écouter. Parce que des fois, on est Ouais. au milieu de tout ça, tu vois, on devient l'éponge. Moi, j'ai mis du temps à gérer ça. Il faut prendre, comme tu dis, la bonne décision, et des fois, il faut pas écouter. Et puis voilà, c'est prendre du recul, parce que tu es Ouais. élément du système. En tant que manager, tu représentes un pouvoir. Les gens vont chercher à t'influencer, vont chercher à en tirer des avantages. Hein. Et donc, toujours se remettre en cause. Est-ce que la décision, c'est la meilleure pour l'entreprise, c'est la meilleure pour l'équipe, c'est la meilleure pour moi aussi, hein, ça joue aussi. Donc, comment tu mets tout ça en balance? C'est pas un sujet toujours facile. Du coup, tout à l'heure, tu as dit, là, dans le centre de transfo, vous étiez 25. Mhm. C'était quoi tes critères déjà pour recruter toutes les personnes? Ah, ça, c'est une très bonne question. Au début, on a beaucoup évolué. Je dis on parce que dès le début, très rapidement, j'ai fait le choix on se mettait à plusieurs. C'était pas un recrutement fait par moi-même, c'était un recrutement collégial avec d'autres membres de l'équipe. Donc on associait les coachs ou des scrum masters au recrutement. Et leur voix valait autant que la mienne. Ça, c'était important. Pourquoi on fait ça? Parce que tout seul, on est biaisé, on va pas voir tout. Et avoir un regard croisé sur le candidat, eh bien, c'est intéressant. Ça, c'est déjà, on va dire, la première approche. Ça a créé une discussion. T'as vu, il a dit ça. Moi, j'ai senti, j'étais pas d'accord. Ouais, ça, c'est super intéressant. Ensuite, les critères. Au début, on est parti très classiquement sur les critères, je dirais, de hard skill. Donc, on testait beaucoup. Est-ce qu'il connaît vraiment telle subtilité du framework, telle... Et puis, plus on avançait, très rapidement, plutôt, j'ai envie de dire, c'est devenu accessoire. Et ce qui est important dans nos métiers, on est des métiers de l'accompagnement, c'est un mot valise, mais j'en ai pas d'autre, c'est un peu le leadership. Et ce que j'appelle leadership, c'est comment la personne va avoir un mélange d'humilité, d'exemplarité, être volontariste pour aller chercher les sujets, pour résoudre les trucs, et pour emmener l'équipe. Et ça, c'est vraiment... Alors la grande difficulté, c'est que tu ne peux pas y déceler sur CV, cela. Tu vois, tu peux pas dire, tiens, il a fait 10 ans le job, il a 37 certifications, c'est celui-là que je veux. Non. Et c'est même pas... ça peut être des gens qui sont très juniors en nombre d'années d'expérience. Alors par contre, ils vont pas repérer des patterns, peut-être, et ils vont avoir besoin un peu plus d'accompagnement. Mais c'est vraiment une posture. C'est une posture où tu disais skin in the game, c'est exactement ça. Je me sens concerné, je m'investis, je suis aux aguets sur ce que je peux améliorer, sur est-ce que sur ce qui est dit, est-ce que c'est normal, est-ce que je vois, est-ce que ça c'est la meilleure façon de faire. Donc sur les recrutements, on va essayer, voilà, c'est une conversation qu'on va essayer d'avoir. Premier élément, moi je demande aux gens souvent de raconter leur histoire. Et pas leur CV. Hein. Raconte-moi ton histoire en quelques phrases, en 5 minutes en général. Et savoir un peu si les gens, comment ils se présentent. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'ils savent se présenter? Tu m'as posé la question, c'était pas terrible la façon de me présenter. Je me disais, Donc, ça, on laissera l'audience dire, mais non, moi je trouvais ça. Bon, donc, en fait, t'as utilisé les deux facettes en fait. T'as utilisé je me présente avec le travail, et après je me. On l'a fait en deux temps. Oui, c'est vrai. Ok, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est intéressant d'avoir ce... Ensuite, on va poser des questions un peu... pas vraiment sur le... Un peu on va dire, là, on recrute des agilistes, donc on va poser des questions sur l'agilité, mais voilà, on va lui demander, c'est quoi pour toi la définition de l'agilité? Est-ce que ça s'applique pour tout? Quelles sont les conditions? Voilà, des choses un peu... quand est-ce que ça ne pourrait ne pas marcher? Voilà. Donc l'idée, il n'y a pas de réponse juste unique. C'est de voir un peu si la personne a réfléchi sur son job, sur l'impact qu'elle cherche à avoir, sur ses échecs, parce que c'est un métier difficile. Hein. Moi, un coach agile ou un scrum master qui me dit je fais un métier facile, à mon avis, il n'est pas sur les bons sujets. Quand tu es sur les bons sujets, tu disais tu te manges les baffes, c'est ça, tu te manges les baffes, parce que tu expérimentes... l'humain, le fait que les gens ne soient pas d'accord, ils ont d'autres convictions, voilà, d'autres intérêts, et il faut réussir à créer la convergence.
Donc voilà, on va poser des questions un peu comme ça. On va bien sûr soumettre quelques cas pratiques pour voir un peu comment la personne réfléchit. Et on va surtout lui demander qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qui l'éclaterait, quel est Alors c'est toujours difficile parce que on est dans une relation, un processus d'embauche un peu client-fournisseur où les gens viennent chercher un job qui est important pour eux, donc ils vont jouer un rôle quelque part et c'est normal. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir des gens avec qui on a envie de travailler et qu'ils aient envie de travailler avec nous. Ça c'est important. Et ensuite, si l'état d'esprit est bien, les compétences elles vont venir vite, j'ai envie de dire. Et ça c'est vraiment le processus qu'on a mis en place avec l'équipe. Et parfois, on a eu des cas où le candidat me plaisait bien, et puis mon équipe disait non, on le sent moins bien. Voilà. Donc c'est le processus. Bon, d'accord, je vous écoute. Voilà. Ma voix ne l'emporte pas. Et malgré tout ça, on se plante aussi parfois. Parce que ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas les gens qui sont bons ou pas bons. C'est toujours une situation de contexte. Tu peux être excellent dans un contexte et plus en difficulté ou mal à l'aise dans un autre. Donc c'est toujours dire, tiens, par rapport à ce que je connais du contexte, est-ce que je projette cette personne dans ce contexte? Est-ce que cette personne se projette dans ce contexte? Un truc assez classique, on a beaucoup sur le marché de gens qui sont habitués à travailler dans des environnements très processés, très cadrés, avec des frameworks aux petits oignons, avec des feuilles de route, des machins, des fiches de poste. Et bien, quand tu les fais venir dans un environnement un peu plus, on va dire, héroïque, où il faut s'adapter au jour le jour parce qu'on est dans quelque chose qui bouge beaucoup, ces personnes risquent d'être perdues. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, ça veut dire que le contexte ne les correspond pas. Donc, et pour terminer sur cette question, c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher les gens qui ont d'autres expériences professionnelles, qui ont expérimenté autre chose, qui ont fait des choix. Tu vois. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, c'est un travail. Même dans le recrutement, on apprend. Moi, j'ai toujours recruté. Quand je recrutais des ouvriers à Tahiti, ils venaient avec leur maman ou avec leur grande sœur, parce qu'ils étaient timides pour parler. Donc, c'est la maman. Alors, on n'a plus ça aujourd'hui. Allons sur ça, là. C'est quoi les pires expériences sans citer de nom où t'as des candidats qui t'ont surpris Les expériences, tu vois, il y a des valeurs. On parle de l'agilité, il y a des valeurs. C'est important les valeurs dans l'agilité. C'est pas juste du décorum. C'est important parce que ça va permettre de bien faire son job. Donc on va parler de transparence, on va parler dans Scrum, on va parler de courage ou des choses comme ça. Des candidats qui sont, ou les consultants ou les personnes qui ne rentrent pas dans ces valeurs, qui vont manquer de courage, qui ne vont pas être dans la transparence, c'est souvent, moi je vais avoir un peu plus de mal. Je vais être très clément vis-à-vis de la personne qui essaye, qui ne réussit pas, plus que celle qui cache les choses, tu vois, ou qui s'invente des succès qui n'existent pas. On ne citera pas de nom. Je vois pas de quoi tu parles, mais voilà, c'est très important. Et moi, je veux dire, quelqu'un qui essaye, et c'est normal, on est il n'y a pas de recette. C'est pas possible qu'il y ait des recettes, on est dans le domaine du complexe. Donc quelqu'un qui va essayer, qui va se prendre des baffes, très bien, moi je serai derrière toi, il n'y a pas de souci. Et je vais t'aider. Par contre, celui qui me chante la messe en disant oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis je vole de succès en succès, et puis on se rend compte que c'est pas la vérité, là c'est dommage. Mais c'est dommage pour la personne en réalité. Parce que la personne, avant de mentir aux autres, se ment à elle-même. Tu vois, et ça, c'est comment tu te construis en tant que personne. En tant que professionnel, c'est pas terrible. Et en tant que personne, En fait, moi, je suis peut-être naïf, tu vois, mais comme tu disais, dans les métiers de coach agile ou Scrum Master, t'as des valeurs, comme tu dis, à incarner. Et quand je vois que c'est pas incarné, tu vois, je suis surpris. Par exemple, tu parlais du courage. Genre, ouais, tu vois, ils osent pas aller voir les managers ou aller au charbon.
En fait, Même aller au conflit, parce qu'il y a deux devs qui peuvent pas se blairer. Parce que ça, c'est le quotidien aussi. c'est un métier qui est compliqué. Il faut en avoir conscience. Et c'est un métier, si tu veux, où tu vas toucher à toute l'imperfection. Les imperfections des personnes, les imperfections des systèmes, des organisations. Et tu vas essayer de régler ça. Et donc, voilà, si tu vas, déjà, il faut que tu aies la capacité d'analyse pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, capacité de recul, et puis ensuite de dire, bon, quelles sont les clés que je vais mettre en œuvre pour essayer de réussir les choses. Et effectivement, alors, moi je considère qu'il y a quelque chose qui a fait beaucoup de mal à nos métiers, c'est les systèmes de... Alors je veux pas dire... Enfin, c'est la façon dont on prend les certifications. Si tu prends une certification comme une finalité, tu vas pas réussir. C'est bien d'avoir des certifs, je dis pas, l'idée c'est pas d'être contre ou pour les certifs, mais c'est la façon dont tu appréhendes les certifications. Et qu'une certification, ce n'est pas forcément un apprentissage et une formation, c'est une certification. Tu coches des cases après avoir suivi. Voilà. En agilité, on va pas se mentir, les 3/4 sont faciles à passer, si tu n'es pas complètement idiot, mais ça ne fait pas de toi un professionnel. Ce qui fait de toi le professionnel, c'est comment tu vas au quotidien forger ta pratique, comment tu vas construire tes convictions, comment tu vas être capable de te remettre en cause et comment tu vas expérimenter l'échec et rebondir sur ton propre échec. Si ta façon de voir le job, c'est juste je passe mes certifs et je me mets uniquement sur les sujets faciles que j'arrive à gérer, tu ne vas pas aller très loin. Tu ne vas pas apprendre grand-chose. Et c'est dommage. Et moi, c'est ce que je faisais, mais c'est ce que j'ai aussi. Prenez les sujets merdiques, prenez les bâtons merdeux. C'est ceux-là qui vont vous faire grandir. Le succès sera ou ne sera pas au rendez-vous, mais en tout cas, toi, tu vas grandir. Et il faut que... Voilà, c'est la démarche qui est intéressante dans le consulting et dans nos métiers. En fait, les certifications, c'est comme les diplômes à la sortie de l'école, tu vois. En fait, c'est juste le ticket d'entrée, en fait. C'est un ticket d'entrée, une certif. Et après, si tu pratiques pas sur le terrain ou si tu l'expérimentes pas... Encore un diplôme, tu peux dire que tu as passé 3-4 ans. Une certif, tu as passé 2 jours. Tu vois, tu vois. Donc, je ne vais pas cracher sur le business des certifs, c'est important aussi, tu vois, ça permet de stabiliser les choses. Mais ça a donné l'impression, l'illusion, que le métier était facile, parce que tu as ta certif, ça y est, je suis Scrum Master, je suis coach agile, je ne sais pas quoi, et je suis légitime. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. On parle d'un sujet qui est difficile, qui est l'ingénierie logicielle. On est souvent dans, tu le disais, les relations humaines. Et tu ne vas pas t'en sortir juste avec la maîtrise d'un framework. C'est au-delà de ça. On a parlé un peu comment tu recrutais. Je vais te lancer sur un sujet qui va te faire rire. Tu vois, sur LinkedIn, tu vois la petite chanson en ce moment là. Ça a commencé par les Américains. J'étais étonné que ça a mis du temps à venir en France, tu vois. Du coup, il y a des gens qui commencent à sortir les posts. Oui, l'agilité c'est mort. Le marché est mort, l'agilité, les résultats sont pas là. Alors ça, c'est très intéressant ça. C'est vrai que ça dure depuis 2 ans à peu près. De quelle agilité on parle ? Si on parle de l'agilité du marché des sociétés ou des indépendants qui vendent de l'agilité, oui, c'est un petit peu bouleversé. L'agilité en tant que pratique d'entreprise, elle est là, elle est en place. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a peu de sociétés qui disent ça y est, on va revenir au cycle en V, j'ai recruté en masse des chefs de projet. Ça peut se produire, j'en sais pas, j'ai assez peu entendu ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une certaine proposition, on va dire, les entreprises ont grandi à force d'être accompagnées. Quelque part, c'est la rançon du succès. Et elles savent ce qu'elles veulent. Et elles savent ce qu'elles ne veulent plus. Et donc, des gens, je veux dire, un peu perchés, un peu penseurs, un peu, je vais vous dire comment il faut travailler, comment il faut gérer une boîte, alors que j'en ai moi-même jamais géré. Je vais vous dire comment il faut manager, alors que j'ai moi-même jamais managé.
à un moment, on atteint les limites de l'exercice. Donc, aujourd'hui, on cherche des gens, j'ai pas d'autres mots, qui ont de l'impact, qui amènent du résultat. Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Et en réalité, le marché n'est pas mort. C'est juste qu'est-ce qu'on veut vendre et qu'est-ce qu'on veut acheter. Et ça, c'est important. Tu vois, et je pense que voilà, il y a un peu une remise à niveau qui se fait en ce moment. On peut parler des TJ qui étaient ou des salaires qui étaient assez conséquents, hein, on en a tous profité. Là, en ce moment, il y a un peu un retour à la raison. Alors ça se fait un peu dans la douleur, dans le regret. Mais voilà, on revient dans une perspective économique. Si je mettais l'argent sur la table, qu'est-ce que ça va me rapporter ? C'est des questions que les entreprises aujourd'hui, que les clients se posent de plus en plus. On les a accompagnés aussi pour qu'ils se posent ce genre de questions. Voilà, donc maintenant, l'agilité, c'est vrai que je parlais des frameworks, même ça, on atteint les limites. Voilà, et moi, j'ai toujours été assez critique de dire, voilà, on va mettre à tout le monde le même framework. Non, il faut aller chercher un peu votre spécificité, trouver en vous l'intelligence de créer votre propre, ou d'adapter votre framework. Et là, on y vient peu à peu. Aujourd'hui, j'avais une discussion où on me demandait, OK, mais qu'est-ce qui se passe après Scrum ? Comment est-ce qu'on continue d'avoir une équipe performante, mais au-delà ? J'ai dit, mais il faut travailler sur le flux. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qu'on reste ? L'idée, c'est pas d'être contre ou pour Scrum, mais est-ce que tu en tires vraiment les bénéfices que tu souhaites en avoir, tu vois ? Est-ce que ça t'apporte quelque chose, ou si tu changeais quelque chose, est-ce que tu pourrais pas avoir plus ? Et voilà, les entreprises maintenant ont cette capacité, les équipes, de s'interroger. Et c'est intéressant, je trouve que c'est passionnant, parce que ça nous challenge, nous, dans notre capacité à accompagner. Et ça veut dire qu'il faut peut-être faire différent, il faut peut-être se remettre en question. Les recettes d'hier ne fonctionnent plus aujourd'hui. Voilà, oui, le marché est difficile, mais il n'est pas mort. Moi, c'est un peu une conviction que Je suis d'accord avec toi, tu vois. En fait, moi, tout cet environnement-là, moi, je fais toujours la relation avec le sport de haut niveau. Moi, je suis pas du tout de l'école, l'important, c'est de participer. Moi, si je reprends une équipe, c'est pour gagner, hein. Et c'est pour gagner des titres, c'est pour aller loin, tu vois, dans la performance et l'excellence. C'est pour ça, tu vois, je comprends pas, en fait, ces discours-là. La JD, c'est mort, machin bidule. Il y a toujours des équipes ou des entreprises, ils vont toujours aller plus loin, en fait. En fait, ouais. Et pour finir, tu vois, ce que j'aime bien dire, c'est quoi ? C'était un entraîneur de foot qui l'avait dit. Une équipe gagne rarement la partie sans entraîneur. Je ne vais pas me faire des copains en disant ça, mais il y a certaines pratiques, certaines offres qui aujourd'hui ne correspondent plus au marché. On va dire, il y a des trucs qui étaient sympas, passer une journée à faire un Lego for Scrum, c'était sympa, c'était rigolo. Aujourd'hui, on dit combien ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte ? Et en fait, faire un Lego for Scrum, aujourd'hui, on se rend compte que la gamification, c'est sympa, mais ça ne va pas faire rentrer des pratiques au quotidien dans tes équipes. Oui, elles vont comprendre sur l'instant le concept. C'est un sujet qu'on avait déjà évoqué. Hein, parce que je sais que tu es gamer. Et pour intégrer au quotidien un réflexe qui vient d'un jeu, quel qu'il soit, hein, ça demande beaucoup de pratique et d'intériorisation. Voilà, Moi, je suis d'accord avec toi, parce que ce genre de truc, c'est à double tranchant. Déjà, maintenant, moi, je suis consultant, donc des fois, j'arrive, je débarque. Je connais pas la sécurité psychologique de l'équipe, je connais pas l'intérêt de chacun. Si je suis dans une équipe où, oui, ils aiment bien le goût du jeu et tout, fine, tu vois, ça peut marcher. Mais tu peux arriver dans des équipes où ils sont juste là pour faire le job, et même ils sont en mode là, on est là pour tout défoncer, tu vois. Je suis dans une startup, on est là pour faire x3, x30. Ouais. Et donc, aller go for Scrum, un truc gamification, ça peut être pas marcher. L'effet, on a passé, ça y est, l'effet, c'est quoi ce truc-là, c'est rigolo, c'est fini. Il y a une autre dimension aussi dans laquelle il y a beaucoup de coachs qui sont partis. C'est tout ce qui est
coaching pro. Tiens, on a un moment, il y a une réflexion, tiens, ça s'appelle coach, mais on n'est pas coach, on n'est pas formé en tant que coach, donc on va se former en tant que coach et on va aller vers du coaching pro. Je dis pas, c'est bien le coaching pro, hein. Ça peut être un bon outil dans une palette, mais on a eu le cas, j'ai eu le cas, moi, dans mon équipe, là, au Centre Agile, c'est des gens qui, en cours de mission, se forment au coaching pro, et ils disent, non, moi, je fais maintenant, je vais faire du coaching pro. Mais non, mais en fait, moi, en tant que représentant du client, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que tu m'amènes des solutions clés en main et que tu les déploies. Je veux pas que tu les aides à réfléchir à comment ils vont faire naître eux-mêmes. Et puis, c'est pas ça qu'ils veulent aussi. Donc, là aussi, on va avoir des chocs de conviction. C'est un outil, je pense que le coaching pro, c'est un outil, c'est puissant. Et ceux qui le maîtrisent, ça enrichit leur palette de compétences. En revanche, en tant que client, et j'ai été client, ça me donne cette vision, tu vois, c'est pas quelque chose que tu vas acheter. Tu vois, t'achètes pas du coaching pro, tu vas acheter autre chose. Tu vas acheter quelqu'un qui t'amène des solutions, qui réfléchit à ta place, et si ça se plante, c'est pas de ta faute, c'est la faute du consultant. Et ça, c'est important de comprendre ça, dans une logique client-fournisseur, qui est celle du marché, hein. Coaching pro, c'est différent. C'est un accompagnement un peu plus personnel, un peu plus... et c'est pas le même sujet, tu vois. C'est pas le même sujet, et il y a un truc, tu vois, il faut être coachable aussi, tu vois. Voilà. Tu connais des gens que tu accompagnes, mais moi, c'est des patterns que je vois, tu vois, des product owners, ou voilà, j'ai accompagné des product owners. À chaque fois, tu sais, je vois avec eux ce qu'il faut faire et tout. On se met d'accord, mais ils passent pas à l'action. Il y a un blocage, tu vois. Il y a un blocage, et si la personne n'a pas envie d'y aller, elle se dit oui, c'est ça qu'il faut faire, mais c'est un mandat différent. c'est un mandat différent. C'est un mandat différent, c'est une temporalité différente. Ouais. Et encore une fois, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Et peut-être que le coaching pro est plus efficace à long terme, sans doute. Mais dans la temporalité économique de je te fais venir pour une mission de Scrum Master ou Coach Agile, ce n'est pas de ça que je veux tout de suite dans on va dire la fenêtre budgétaire que je consacre à ce sujet. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on dit agilité est mort. Il y en a qui sont partis vers des chemins de traverse, qui ne sont pas ce que désirent les clients. Les clients, c'est très souvent, c'est une vision opérationnelle, temps immédiat. Et puis voilà, il faut de l'impact mesurable rapidement. Et la transfo en tant que telle, se transformer, c'est moins intéressant parce que tu es dans un temps plus long et on sait que dans les organisations, le temps long, il n'est pas toujours pris en compte. Parce que les postes ont changé, les responsables ont changé. Voilà. Donc c'est pas le même. Voilà, on n'est pas dans le même sujet, le même métier, la même perspective. Et donc je pense, voilà, c'est ça qui a un peu dilué l'accompagnement sur l'agilité. Il y a eu des promesses. On a eu des promesses aussi. On va parler aussi des déploiements à l'échelle, qui étaient, on va dire en fanfare, tambour et trompette. On y va en masse avec des formations, avec des PI planning, des machins. Je vais me faire des ennemis, je m'en fous, de toute façon, c'est mon média. Je dis ce que je veux. Oui. Est-ce que tu as des résultats, sans dire des noms, de boîtes qui ont vraiment réussi à l'échelle et que du coup, ils ont partagé les retours d'expérience? Moi, j'en ai pas vu, tu vois. Ça peut être moi, hein, mais... En fait, si tu veux, c'est comme... ça dépend ce que tu cherches. Parce que tu vois, juste pour donner la parole, même Spotify, ils ont dit, ouais, on a loué le modèle Spotify, mais nous, en fait, on l'a pas appliqué, ça a été déformé. Oui, d'après ce que j'ai compris. Parce que je me trompe. Parce que tu peux pas dire, tu vas qualifier, qu'est-ce que c'est le succès et l'échec. Tu vois, c'est... déjà, tu as un phénomène too big to fail. Quand tu investis autant dans les transfos, tu vas pas dire que tu t'es planté. Tu vas dire, attends, tu as vu le fric que tu as mis sur la table, donc c'est un succès. Ok, c'est un succès. Maintenant, souvent, ces transfos, toutes les transfos, elles sont lancées, mais les objectifs ne sont pas très clairs. Tu vois, c'est qu'est-ce qu'on veut améliorer? On veut être agile. Agile, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va améliorer du time to market? Est-ce qu'on va améliorer la qualité? Est-ce qu'on va améliorer la capacité à pivoter? Enfin, ouais. Et ça,
on va le découvrir. On va le découvrir en marchant, voilà. Et souvent, une transfo, prenons le cas de Scrum, parce qu'on peut critiquer SF ou autre, mais c'est la même chose pour Scrum. Scrum, c'est mieux que rien. Et si tu mets un mauvais Scrum, quand je dis un mauvais Scrum, qui serait pas by the book, voilà, mais qui fonctionne à peu près au quotidien, bah, c'est mieux qu'une équipe qui s'envoie des mails, qui perd un temps incroyable à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire et tout ça. Donc souvent, si tu veux, ce que j'ai observé, moi, c'est que on est venu en compensation. On appelle ça transformation, mais on est en train de compenser un système. Compenser un système qui, aujourd'hui, voilà, les technos vont super vite. Je ne rentre pas même dans le sujet de l'IA. J'ai envie de te lancer dedans parce que le parallèle il est flagrant. Non, mais avant ça allait super vite. Ouais. Tu vois, je te disais, moi, mon parcours tech, à un moment, allô la Terre, quoi. J'ai perdu contact. Et aujourd'hui, je ne sais plus parler un techos. Tu vois. Je ne sais plus, je vois ce que c'est qu'un système d'information, je comprends la logique, je comprends. Mais voilà, ça va tellement vite. Voilà. Alors, tu as la même chose au niveau produit. Au niveau produit, bah, voilà, ça s'est totalement développé, les frameworks, le machin, le design. Voilà, tu as vraiment un découpage, une spécialisation des rôles pour construire un produit qui crée de la complexité. Donc les entreprises sont devenues complexes. Ça demande beaucoup d'efforts et franchement, je ne sais pas si c'est humainement possible de comprendre la globalité de cette complexité. Et donc, avec nos interventions, on essaie de ramener les choses vers de rendre les choses un peu plus lisibles, un peu plus. Il est peut-être juste là le succès. Tu vois, c'est dire que l'équipe est autonome, qu'elle a l'ownership, et ça y est, qu'elle est devenue une start-up ou un GAFAM. Non, ça je l'ai. Oui, on a des équipes qui fonctionnent bien, on a des organisations qui fonctionnent bien avec tel ou tel framework, mais c'est parfois juste par effet mécanique. Tu vois, et c'est déjà bien, c'est déjà bien. Faut aller chercher les premiers succès là. T'as dit un truc marrant là. Je t'envoie tous les choses chiants que je voulais te parler avant. Là, t'as parlé un peu de product. Là, tu vois, je vois les gens, des fois, ils changent leur CV, tu vois. Ils enlèvent coach agile, tu vois, ou même product owner, tu vois. Ils préfèrent mettre la notion de product derrière. Tu as plusieurs choses. Tu as des ESN, des boîtes de conseil qui ont voulu cantonner l'agilité aux informaticiens, aux tech. Donc en gros, tu aurais, je caricature, on va dire Scrum pour les techos, et puis la démarche produit pour les gens ou le product management pour les autres. C'est pas forcément une démarche qui est pertinente, parce que l'agilité, il faut l'avoir de bout en bout, et c'est au service de la valeur, c'est pas juste au service de delivery. Maintenant, ça répond aussi à un besoin, mais le product, c'est le prochain. Après l'agile est mort, on aura le product est mort. Hein. C'est le prochain. Hein. La démarche produit à la Marty Kagan ou autre, c'est pas une réalité de la plupart des entreprises. La plupart des entreprises, c'est-à-dire que l'ownership du produit n'est pas, il est dilué, c'est dilué dans l'organisation. Et c'est-à-dire que l'équipe produit, elle ne décide pas grand-chose en réalité. Et donc toute la strate, on va dire, organisationnelle, et toute cette richesse que tu vas mettre pour enrichir un produit, dont finalement la R&D est faite par la concurrence, parce que toi, tu dois juste te mettre au niveau des autres, à un moment, on va se dire, ça coûte cher, ça aussi. Moi, ce que je vois, on parlait de l'IA, c'est qu'à un moment, il va falloir financer l'IA. Oh, c'est déjà le cas, là. Hein. Ouais, il va falloir financer l'IA, et donc, on va aller chercher, il va falloir... il va y avoir... Alors, je me fais un peu Cassandre là, sur le sujet, mais on va avoir besoin de gens très tech, de gens qui savent qu'est-ce que c'est que la tech, qu'est-ce que c'est que la data, qui savent la rendre tangible, voilà, de qualité. On va avoir besoin de gens pour piloter cette tech et tout ça. Et il va falloir financer tout ça. Donc le financement, c'est j'ai mon budget, où est-ce que je peux faire -1 par rapport à... Et potentiellement, peut-être une certaine forme d'agilité, d'accompagnement agile,
une certaine forme de produit dans des organisations qui en réalité ne sont pas produits, en tout cas pas telles qu'elle avait imaginé au départ, eh bien ça va être fragilisé, ça va redéfinir un peu le... Ça ne veut pas dire que les gens vont disparaître, mais ça veut dire qu'il va falloir travailler différemment. Et quand tu disais, bah voilà, tu vois les gens qui se réinventent, qui changent leur titre, c'est de bonne guerre. Si ça répond à des besoins, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire exactement la même chose. Mais voilà, c'est comment est-ce que j'organise des accompagnements d'équipe. Aujourd'hui, si tu veux, dans les entreprises du CAC 40, tu as besoin d'avoir du pilotage d'équipe, que ce soit du product, agile, pas agile. Ça, voilà. Tu n'as pas de l'autonomie suffisante, parce que turnover, parce que culture, pour que les équipes soient auto-organisées. Ça, c'est très difficile à avoir. C'était un peu la promesse illusoire d'agilité. Alors, j'ai connu des équipes auto-organisées, mais pas sur des grands comptes. Tu vois, c'est trop compliqué. Et donc, tu as besoin d'avoir du pilotage. Mais ce pilotage, bah, voilà, il est en devenir, il se cherche un peu. Ouais, aujourd'hui, je pense, voilà, personne n'a vraiment une clé, un modèle qui soit parfaitement défini. Ça marche, Javier. L'heure tourne. On pourrait durer 3 heures, mais non. Je vais lancer sur un sujet. T'as encore tout quitté encore là. Ouais. Pour faire un nouveau projet encore. Ouais. Je vais pas vanner sur ton âge, tu vois. Bah, on peut le dire, j'ai eu 58 ans il y a 2 jours. Ok. Tu vois. Du coup, tu me tends la perche pour pas que je fasse de blagues pourries. Tu peux. Non, mais en fait, à 58 ans, tu resets encore. Tu repars de zéro. Ouais. Ouais. C'est quoi encore cette folie Bah écoute, c'est un peu... sur l'accompagnement, je dis pas que je le ferai plus, tu vois, l'accompagnement, agilité, tout ça, mais j'ai l'impression de plus rien apprendre. Tu vois, j'ai l'impression de plus rien apprendre, ou ça fait pas de moi le meilleur, hein, loin s'en faut. Par contre, je me dis, bah, c'est des situations, je vois le pattern, tu vois, je vois le truc, je dis, ouais. Et je me dis, bah là, je suis pas très loin de commencer à m'ennuyer, il faut que je voilà. Et Donc, bon, 58 ans, tu lances ta boîte. Ouais. Sur un marché pourri. On va mettre un peu de contexte. Je sais pas si t'as des crédits, t'as des enfants. Dans un marché pourri où c'est la crise, le gouvernement, il n'y a pas de pilote. Toi, tu veux lancer ta boîte à 58 ans. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est bien, en fait. Ouais, ou c'est complètement con, je sais pas. Ça l'avenir le dira. Déjà, c'est un sujet... alors, je le lance pas tout seul. Je peux en parler avec Cyril Dayen, qui est quelqu'un avec qui nos carrières se sont croisées régulièrement. C'est quelqu'un de tout à fait de confiance et de qualité, avec de grandes qualités humaines. Voilà. Et c'est un sujet, j'ai envie de dire, c'est l'expérience qui me manque aujourd'hui. C'est l'expérience qui me manque, si tu veux. J'ai géré les boîtes des autres, j'ai donné des conseils aux autres comment gérer leur boîte. Et là, je vais dire, bah, tiens, si tu te mets à la barre de ton propre bateau, qu'est-ce que ça fait ? Eh ben, ça fait bizarre. Et déjà, tu vois, c'est une expérience qui est nouvelle, hein, ça fait 2 mois. Et là, bah, tu te prends la réalité en face, hein, tu vois. Tu te prends la réalité en face parce que tu changes complètement de paradigme. Les inquiétudes ne sont pas du tout les mêmes. Là où tu avais des inquiétudes avant, tu disais, oh, putain, c'était facile. Là, tu engages les choses, surtout que nous, on veut embaucher. On veut des CDI. Donc on embauche, d'ailleurs, on va embaucher 2 personnes qui vont arriver en 2026. Et quand tu fais ton business plan, tu dis, oh là, il va falloir sortir plus de 20 000 balles chaque mois pour payer les salaires. Bah là, tu as un début d'angoisse, tu vois. Bah, tu découvres plein de choses, tu vois. Tu découvres des trucs qui, moi, m'emmerdaient quand j'étais étudiant, la compta, le droit... la négo commerciale, des sujets, voilà, c'est protéiforme, les apprentissages. Et heureusement qu'on est 2, parce qu'on se soutient. Vous êtes complémentaires ou pas ? Parce que tu sais, j'ai vu Pauline la dernière fois, ouais. Elle m'a dit, moi, ce gars, son cofondateur, je pouvais pas le plaire avant, on était même rivaux. C'est pas une complémentarité au sens, tiens, tu fais ci, moi je fais ça. Là, on l'a pas encore trouvé. Alors, Cyril est beaucoup plus doué que moi dans les relations humaines et pour l'aspect, on va dire, purement commercial. Là, j'ai beaucoup à apprendre. J'espère avoir d'autres qualités.
Mais c'est déjà avoir un regard double sur la situation, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on propose là, c'est le partage des tâches, bien sûr. Mais c'est surtout se soutenir mutuellement. Tu vois, ça, c'est important, parce que tu parlais de Pauline, bah, c'est son associé, la Peter, qui m'a dit une fois, tu verras, lancer une boîte, c'est l'ascenseur émotionnel. Je lui ai dit oui, oui. Et en fait, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Tu te lèves le matin, tu as une espèce d'angoisse, tu dis dans quoi je me suis lancé. Et puis l'après-midi, tu es en train de dire youpi, super, parce que tu as réussi à vendre un truc. Et quand j'étais en ESN, j'ai trouvé con les commerciaux, quand ils se partageaient sur le WhatsApp, ouais, super, génial, youpi. Ça, gars, C'est vrai? ouais. Et en fait, on est pareil. Tu vois, c'est tellement de boulot de réussir à closer, pour reprendre le jargon, on va dire, de la vente. C'est un boulot énorme. Tu te rends pas compte quand tu es indep ou quand tu es indep parfois, mais quand tu es en ESN, le travail de commercial, le nombre de portes qui se ferment, les gens que tu pensais c'était tes potes qui t'envoient chier, et inversement, ceux que tu n'avais pas trop de considération pour eux, c'est eux qui vont t'ouvrir les trucs. Donc c'est super intéressant. C'est super intéressant. Maintenant, bah moi si tu veux, j'étais indep, j'avais ma trésor en tant qu'indep. J'ai jamais eu de grandes dépenses somptuaires. Moi, du moment que j'arrive à faire vivre ma famille, ça me va, tu vois. Je me suis dit, bah tiens, avec l'argent, plutôt que m'acheter une bagnole ou je sais pas quoi, bah, je vais tenter l'aventure, tu vois. Et puis à la fin, personne ne sera mort. Et puis, par contre, j'aurais eu plus de regrets à ne pas tenter l'aventure qu'à éventuellement l'échouer. Tu as dit un truc intéressant, là, depuis que tu as lancé ta boîte sur ce projet, ce nouveau projet. Du coup, tu avais soi-disant l'entourage, des vrais amis, du coup, c'est... Non, alors les vrais amis, c'est ceux qui sont les vrais amis sont toujours les vrais amis, mais t'en as, tu dis tiens, je le connais bien, c'est quelqu'un de mon réseau, il va nous ouvrir une porte, tu vois. Puis en fait non, le gars il te ghoste comme un malpropre, tu vois. Et donc tu te prends une claque, tu vois. Tu dis tiens, qu'est-ce que je lui ai fait, tu vois. Tu demandes pas en plus tu ne demandes pas de se couper un bras pour toi, hein. C'est juste de mettre en relation. Non. Et inversement, t'as les gens, tu dis ouais, c'est bof, c'est pas fan. Et bah, le gars, il va te filer un coup de main, Donc c'est une bonne leçon. Tiens, je parlais d'humilité, bah, là, je me reprends une claque. Tu vois, c'est moi qui me prends des claques là. Je dis, tiens, mes petites certitudes, bah, elles en prennent un coup, et je sens que ça me fait progresser. Tu vois, à titre, je dis bah tiens, je sors un peu de mon confort de mec, blanc, quinca, avec son petit, voilà, avec ses petites certitudes, voilà, qui fait partie, voilà. Donc c'est bien, tu vois, ça fait du bien. Ça fait une petite claque à l'ego, ça remet l'intelligence en place, tu vois. Non, ça nettoie l'entourage. Moi, depuis que je me suis lancé cette année, clairement, j'ai perdu des gens en route, tu vois. Ouais, en fait, alors tu as quelque chose on en parlait avec d'autres entrepreneurs, parce que c'est important aussi de s'entourer aussi d'autres entrepreneurs pour partager un peu ce genre d'expérience. Tu vas avoir, ça va être un révélateur, c'est un peu comme partir en vacances avec ton meilleur pote. Tu sais, ça, c'est le crash test. C'est vraiment ou le Covid. Ouais, c'est le truc, tu dis, putain, quel con, le mec, on se parle plus, tu vois. En fait, tu vas découvrir des comportements humains, et dans les deux sens, hein, des trucs super, et puis des trucs, voilà, tu dis que tu lances ta boîte, bah, rien que dans ceux qui disent bravo ou ceux qui répondent pas, bah, tu as des surprises. Il y a des trucs qui jouent, il y a de la jalousie, il y a des trucs, voilà, un truc un peu... Mais en fait, ça, je fais même parler avec les amis d'enfance, tu vois. En fait, on était potes avant, parce qu'on s'entendait bien et tout. Au fil des années, tu vois, on s'entend plus, en fait. On a changé de chemin. Et t'en as, tu vois, ils étaient OK que tu changes de chemin, jusqu'à que ce soit le miroir de leur médiocrité. C'est ça. Dans le sens où, en fait, le problème, c'est pas toi. Tu casses un équilibre. Ils cassent un équilibre, mais ils se disent, putain, mais moi, par exemple, j'avais envie de lancer ma boîte ou je l'ai pas fait parce que j'avais peur, tu vois, et lui, il y va, mais c'est quoi ce bordel? Ouais. Du coup, c'est les premières personnes qui disent, non, il faut pas te lancer, t'es fou, le marché est en crise, c'est chaud et tout. Les gens vont projeter leur peur.
Ils vont dire le truc, c'est t'es sûr de ton associé, tu vois, t'as fait vraiment confiance, méfie-toi, je sais pas quoi. Ou l'argent, qu'est-ce que tu vas faire si t'as plus Je d'argent? connais un avocat qui est spécialiste dans les associés qui sont en litige, C'est- si tu voilà. veux. Voilà, donc tu casses un équilibre. Tu casses un équilibre, tu casses la linéarité de l'existence. Et là, ça fait peur. Tu vois, si tu projettes quelque chose qui fait peur, tu dis, ça repose des questions. Pourquoi moi, en fait, en suis-je capable moi-même? Oui, non. Est-ce que j'en ai envie? Oui, non. Tu vois, maintenant, on en est vraiment au début. On en est vraiment au début. Voilà, en tout cas, c'est super intéressant à vivre. Du coup, Et, c'est quoi, entre guillemets, le business plan? Tu sais, je vais te faire comme tous les gens relous qui disent quand tu leur savais c'est quoi ton business plan? Parce que ouais. déjà, là, c'est Alors quoi ton marché? déjà, avant de parler de business plan, c'est une proposition de valeur. Ouais. C'est une proposition de valeur. Euh, déjà, on va vendre ce qu'on maîtrise, ou ce qu'on connaît. On va pas vendre des trucs qu'on ne maîtrise pas ni qu'on ne connaît pas. Ça, c'est super important. Et ensuite, c'est dire, bah, tiens, tu vois, en fil rouge, tu m'as entendu parler d'impact, de mesures, voilà, on va vendre ça. On va vendre des accompagnements, du pilotage, que ce soit agile, produit, qu'importe, mais des gens qui vont amener du changement, qui vont être skin in the game, euh, qui vont avoir des qualités humaines qui sont celles dans lesquelles on se reconnaît, et qui vont être qui vont être dans le respect du client. Déjà, c'est déjà une promesse au client. C'est une promesse, c'est-à-dire on pousse pas un CV, euh, on pousse, euh, on pousse une valeur et on sait qu'il va y avoir un changement, on sait qu'il va y avoir du résultat. Et on s'engage là-dessus. Voilà, et on va le mesurer, voilà. C'est ça qui te différencie, par exemple, une proposition de valeur d'une ESN ou je sais pas. Peut-être que d'autres le font, mais en tout cas, moi, c'est ce que, en tant que client, j'ai été client, tu vois, pendant 3 ans, c'est ce que j'aurais aimé avoir. Ok. Et c'est ce que j'ai jamais eu, en réalité, de la part d'un intérêt. Alors parfois, j'avais des gens qui étaient très bien, hein, mais j'avais pas cette proposition de valeur pour dire, bah, chez nous, on garantit de l'impact, on garantit de la mesure, on garantit. Tu étais toujours tributaire du profil. Tu vois, donc le SN pouvait te pousser un profil qui était très bien, puis la fois d'après, un profil qui n'était pas. Donc c'est retrouvé, et ça, c'est venu beaucoup avec l'agilité. Euh, Moi, j'étais dans une boîte, un cabinet de conseil avant euh, qui vendait vraiment une marque de fabrique. Tu vois, voilà, nos consultants, ils sont comme ça, ils ont tel résultat et tout ça. Et puis, à partir du moment où ils sont passés à agilité, bah, on va dire, c'est l'individualité du consultant qui a pris le dessus. Donc, lui, il est bien, mais lui, il travaille plus comme ça. Tu vois, tu n'avais pas de cohérence d'entreprise, très peu. Euh, donc, nous, on va essayer de proposer ça. Bien sûr, il y a des réflexions, l'IA, on laisse pas ça de côté, hein, il y a des réflexions, on est beaucoup en observation, et là encore, l'idée, c'est pas d'accompagner le changement à l'IA, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement. On va chercher plutôt des profils qui sont plutôt des ingés, parce que moi, on croit beaucoup dans la connaissance tech, dans ce qu'on apporte au quotidien. Et donc, je parlais de la promesse, ça, c'est la promesse pour les clients, et c'est aussi une promesse pour les collaborateurs. La promesse pour les collaborateurs, c'est alors, on n'est pas du tout sur le trip, on est une grande famille, on va acheter une piscine à boules et puis on va avoir des corbeilles de fruits, ça c'est pas notre truc. Par contre, c'est un truc où ça va se faire ensemble, ça va se faire dans le respect, dans l'écoute et dans la rétribution. Voilà, l'argent, on va le partager à la hauteur bien sûr de l'investissement, dans la transparence. Les uns et les autres. Et forcément, les gens qui vont nous rejoindre, les 10 premières personnes, c'est les gens il faut qu'elles aient un peu cette fibre de l'aventure, tu vois. Parce qu'on n'a pas aujourd'hui de garantie que c'est un succès. En tout cas, on travaille pour. Tu Mais... vises déjà à recruter déjà 10 personnes Ouais, ok. ouais. C'est ce qu'on se donne comme objectif. Ouais. Aujourd'hui, le marché est très particulier puisque tu as beaucoup de freelance. Tu peux dire, je fais une boîte, j'ai mon réseau, je pousse que du freelance. C'est peu risqué. Tu vois, parce que finalement, tu payes pas, mais les marges sont peut-être un peu moins importantes. Mais c'est pas le sujet. On n'a pas envie de ça. On a envie de monter un truc, un collectif. Tu parlais de Pauline, c'est un peu la même démarche. Je pense que Pauline et Peter nous inspirent beaucoup là-dessus. C'est monter un collectif, monter une marque, monter une expérience commune, un succès commun, mais qui soit un succès. Alors, économique, bien sûr, parce qu'il faut en vivre les uns les autres, mais il faut que ça soit
une expérience humaine pour les gens qui participent et qui travaillent avec nous. Tu vois, ça c'est important. Et pas une énième SN qui se fait... voilà, qui... Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour des nouvelles formes de SN qui, voilà, qui ont une proposition un peu de niche. Nous, c'est sur du pilotage, voilà, c'est sur l'orga, peut-être la transfo aussi. Mais avec une proposition un peu plus ciblée, un peu plus une relation un peu plus... alors j'en parle ensuite, ceux qui ont 3 ans, 4 ans d'avance me diraient hey, tu verras plus tard quand le temps sera, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui nous anime. Et l'idée, c'est pas de devenir énorme, c'est de rester à une taille où on comprend les choses, où on comprend les gens. Tes enfants, ils ont réagi comment? Je leur dis, bon, bah, je vais lancer ma boîte, je me Ils se rendent pas compte. Ah, ils s'en rendent compte. Est-ce que tu te dis que t'envoies quand même un signal parce que moi, ce que je regrettais, je te le dis clairement, quand j'étais à l'école, quand j'étais enfant, on m'a jamais donné la vision de l'entrepreneuriat et Jamais. tout. C'est un truc. Alors ça fait un peu cliché ça, de dire on n'a pas du tout. Et ça, c'est un regret. Moi, dans mon parcours personnel, l'option tu montes une boîte, même tu es indépendant, ça n'existe pas. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai découvert très très tard. Et t'as pas l'éducation. Tu vois, t'as pas l'éducation pour dire mais comment tu montes une boîte. C'est quoi le... Alors tu vas avoir des coachs machin où il faut se méfier aussi un peu de tout ce qu'il y a sur... Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. T'as les pièges un peu partout et c'est des sujets d'expertise. Tu vois, déposer sa marque à l'INPI, c'est un sujet d'expertise. Souvent on le fait un peu de façon un peu légère. Tu vois, oui, tiens, c'est super, je dépose ma marque et puis c'est plus compliqué que ça. Et tout est comme ça. Donc tu as beaucoup de choses à apprendre. Et tu vas te tromper beaucoup. L'idée, c'est pas de se tromper trop pour que ce soit dangereux pour ta boîte. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cet apprentissage. On n'a pas cet apprentissage. C'est le modèle, majoritaire n'est pas celui-là. Et l'idée, c'est pas de dresser les modèles les uns contre les autres. Mais c'est comment tu crées des choix, tu vois. Parce que tu as un engouement pour le freelancing. C'est très bien. Mais comment tu fais quand tu es freelance si tu n'as pas de réseau Comment tu ferais quand tu es freelance, quand tu es junior encore? Tu vois, que tu n'as pas une structure qui va t'aider à grandir, qui va te financer tes formations, qui va dire s'il faut que tu travailles là-dessus, qui va peut-être te réorienter. Donc c'est plus difficile, tu vois. Et l'idée, c'est trouver le bon équilibre. Et puis chacun y trouve son compte. Et voilà, mais tout ça, c'est très, voilà, c'est très dynamique, c'est très mouvant. Voilà, bon, on va voir ce qui se passe, comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est rock'n'roll. Non, mais c'est important, je l'ai dit dans l'intro du podcast, c'est important d'avoir un réseau physique. Ouais, moi je vais te dire, je suis allé sur LinkedIn, j'étais un fantôme, j'avais 0 réseau. Mais par contre, maintenant que j'ai une petite audience sur LinkedIn, je fais pas la course aux followers ni à l'audience, tu vois. C'est vraiment l'important, c'est le réseau physique. Ouais, c'est ce qui se passe en off, en dehors de LinkedIn, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors ça, c'est super important ce que tu dis. Alors même moi, si tu veux, tu disais que alors oui, j'ai du réseau, mais j'avais une réticence un peu culturelle, personnelle, à activer le réseau. Tu vois, j'ai l'impression que si je leur demande quelque chose, je leur demande, je vais créer de la redevabilité. Tu vois, j'avais pas envie de me mettre dans cette situation. Et il faut faire le switch. Tu parles du réseau physique, c'est super important. C'est super important de rencontrer les gens. Et puis ton réseau physique et les gens qui te suivent sur LinkedIn, c'est pas forcément les mêmes. Et aujourd'hui, clairement, le business, il vient par le réseau physique. Tu vois, alors l'un peut amener l'autre. Tu vois, mais c'est super important de créer ça, de se donner du temps, de créer des moments. Et puis je parlais de redevabilité, de créer de la redevabilité. Tu prends, mais tu donnes. Tu vois, ça aussi c'est nouveau, ça aussi on n'est pas, voilà, c'est un apprentissage. Donc ça fait beaucoup de choses à apprendre.
Bah, c'est ce que tu l'as dit au début du podcast, toi. Mm. T'as pas d'âge, toi, pour apprendre, tu vois. Non, mais moi, ça me... Et se mettre dans la merde. Ouais, je te dis, personne n'est mort à la fin, tu vois, il n'y a pas de... Puis bon, je vais prendre le cas le pire. Le cas le pire, c'est, ok, tu plantes ta boîte, tu as perdu ton fric, ouais, bah tu te enfin, j'ai la chance d'avoir un bac+5 en mathématiques, au pire du pire, je me mets prof de maths dans un lycée, tu vois. Puis, tu vois, alors, pardon pour les profs de maths, mais tu vois, il y aura toujours, j'aurai toujours, j'espère, l'occasion de pouvoir faire quelque chose, tu vois. Et puis voilà, tu vois, j'ai rebondi, j'ai fait des trucs différents, changé de carrière. Alors, c'est vrai qu'il faut accepter, par contre, il faut accepter. Là, tu vois, pendant un an, bah, on va gagner 3 fois moins, peut-être 2 fois. Ouais, 3 fois moins qu'est-ce qu'on gagnait avant. Ah bon, je l'annonce à ma famille. Une dernière PS5 Pro pour C'est- ton fils à Noël ou pas? Non, mais voilà, c'est un choix. Et de toute façon, je pense que tu montes pas une boîte si tu le fais pour l'argent. Enfin, si tu penses à l'argent, en fait, ça t'empêche d'agir. Ça t'empêche de faire les choix. Tu vois, on parlait de recruter. Bah, quand tu recrutes, tu te mets la main ou la tête sur le billot, là, puis tu peux plus faire marche arrière. Donc, les gens, faut les payer, faut bosser. Ça marche, Xavier? On leur tourne. Tu crois que c'est fini, mais c'est pas fini. J'ai quelques questions de fin. Ça te va, hein? Bien sûr, C'est bien sûr. un quart d'heure. Non, non. Du coup, j'ai plusieurs questions. Alors, on va commencer par le facile. Les 3 choses qui t'ont donné le plus d'énergie à cette année. 3 choses qui m'ont donné le plus d'énergie. Alors, monter cette boîte, justement, parce que bah, quelque part, on sort d'une routine. Ensuite, je pense, bah, tu vois, tu disais j'ai 58 ans, ça m'a donné de l'énergie au sens où je me dis, oh là, l'heure tourne, et j'ai pas envie d'être dans une logique du ah, chouette, bientôt la retraite, et mon petit capital ou mon petit patrimoine. Et, donc, je me dis, oh, qu'est-ce que je peux faire de fun, qu'est-ce que je peux faire de sympa, comment je peux profiter des gens, de mes proches, des gens ou n'importe qui, tu vois, au mieux. Et ça a été vraiment un switch, là, pour le coup, on-off. Une grosse réflexion cet été pour dire, oh là, ça va vite. Donc on va essayer de bien profiter, bien avancer. Donc ça fait 2. Troisième, ça serait quoi? Si un truc, j'ai parlé de moi, tu me mets en confiance. Il se trouve que je fais de l'apnée du sommeil, tu vois. Et j'en ai fait pendant des années. Et pour la première fois cette année, j'ai accepté, j'ai fait l'effort d'être appareillé. Tu vois, avec le truc qui te souffle dans les manches, là. Et ben ça m'a changé la vie, ce truc-là. Ça m'a changé la vie, j'ai changé de caractère, là où j'étais avant beaucoup plus irascible, beaucoup plus, on va dire, réactif, et un peu, peut-être parfois même un peu dépressif parfois. Bah là, ça m'a complètement switché, tu vois. T'as fait quoi? T'as vu un thérapeute? T'as installé une Non, machine j'ai de vu un sport? pneumologue, mais j'avais déjà vu il y a 10 ans et j'avais essayé la machine. Ah, ça me gêne, j'essaye pas, c'est de la merde. Et puis en fait, là, je me suis dit, bon, on va quand même essayer de pousser un peu l'effort, tu vois. Et bon, j'ai juste perdu 10 ans, mais on n'est pas toujours intelligent. Mais voilà, ça, c'est un truc. Et, et du coup, je me dis, bah, tiens, prendre soin de soi, c'est important, parce que je n'ai jamais fait. Tu vois, tu parlais de sport, j'ai jamais fait de sport, sauf à l'armée. Je suis plutôt un bon vivant. Je me dis, bon, bah là, il faut peut-être faire un peu d'effort, tu vois. Tu vas faire du sport là, l'année prochaine? Je commençais. Tu vas faire de l'haltérophilie comme moi et Youssef? Alors, Youssef m'a proposé de soulever de la fonte. Je vais différer un petit peu les propositions. Tu sais, mon coach, au départ, il m'a dit... J'ai eu la même réponse que toi. Je dis, moi, je suis pas là pour soulever la fonte, c'est pas pour moi et tout. Mais non, je kiffe faire ça. Mais c'est marrant, c'est un truc, je trouvais ça Pareil. complètement con. Et je me dis, ah, je le ferais bien, Matt. Et non, mais c'est marrant, c'est bien, on change, tu vois. Et moi, j'ai jamais pris soin de moi. J'étais toujours dans l'excès, j'aimais bien faire la fête. Puis même sans faire la fête, je me couchais systématiquement à 3h du mat parce que j'avais toujours des trucs à faire, tu vois.
Et à un moment, tu fatigues, tu vois, tu t'uses, quoi. Et c'est bien de... Voilà, tu vois, donc la sagesse, elle est venue tard, hein, tu vois, la prise de conscience, elle est tardive, hein, mais bon, vaut mieux tard que jamais, quoi. C'est ça. Donc voilà un peu les trois sujets qui sont liés, d'ailleurs, hein. C'est marrant, hein, tu vas pas me croire, mais c'est les trois mêmes sujets, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, tu vois. Ouais, mais je crois que c'est très fréquent, hein. Mais il y aurait beaucoup de choses à redire là-dessus, tu sais. Déjà, dans l'éducation, moi j'ai perçu une éducation où, où il faut prendre soin de soi. Tu vois, c'est plus une éducation où tu fais face, tu souffres en silence, et puis t'es un vrai homme comme ça. Tu vois, mais en fait, non, en fait. Tu vois, et donc, bah, voilà, il y a des trucs que je découvre sur le tard. Je suis content de les découvrir. Je regrette de pas avoir eu alors que j'avais les clés en main, en fait, mais par orgueil. Tu vois, je te parlais de l'orgueil, parfois par résistance idiote. Bah, parfois, je faisais pas le, le mouvement nécessaire au bon moment, quoi. Du coup, tu me tends la perche. Qu'est-ce que tu aimerais faire moins l'année prochaine par rapport à cette année? Moins, je vois pas vraiment de choses que j'aimerais faire moins. C'est dur comme question. Il y a un an, je t'aurais dit peut-être moins être dans le jugement, moins être dans le moins speed, moins. Mais j'ai vraiment, enfin, je sens, j'ai switché là, cette année. Est-ce que tu as envie de devenir Bouddha? Je suis pas sûr. Si un truc, c'est passer moins de temps. J'ai un truc, il y a un truc. Je suis addict moi aux écrans, un truc comme ça. Je passe beaucoup de temps. Je passe beaucoup de temps. Le soir, j'arrive pas à me décrocher. Tu vois, j'arrive pas à me décrocher. Je vais lire des trucs. Tu veux lire quoi? Sur LinkedIn, sur les blogs Ça va être du LinkedIn, ça va être des journaux, ça va être des blogs, ouais, ça va être de tout. Tu vois, ça va être beaucoup les journaux. Puis tu lis un article te tire sur un autre article, un truc comme ça. Ça va être, et tu te retrouves sur des sujets totalement. Enfin, tu pensais pas te retrouver là, tu vois. C'était donc de sujet en sujet. Donc des trucs qui sont totalement improbables. J'en ai parlé avec Jeremy Coleman quand j'étais passé sur notre podcast, hein. On peut pas gagner, hein. Ils ont une armée de neuroscientifiques. Ouais, Ils sont là pour te niquer le cerveau. Tu peux pas gagner, hein. Ouais, c'est super dur. C'est super dur. Puis c'est vraiment du domaine de l'addiction. Du coup, moi, j'ai quand même trouvé une parade. Ah bah, tu peux arrêter l'addiction. Enfin, tu peux. Toi, tu fais quoi? Je poste. Ah oui. Ouais. J'essaie de poster. Là, cette année, j'ai moins posté. Ouais, mais ça reste dans la logique. Ça reste dans la même logique, dans la même sphère, tu vois. Non, mais c'est pas pareil parce que du coup, c'est à tu- toi de proposer quelque chose, tu vois. Ouais, Et ouais. du coup, c'est l'inverse, tu vois. Après, voilà. Je poste quand j'ai envie, tu vois. Je suis plus dans la course de l'algo et des abonnés et tout. Mais, Hier soir, j'ai lu que le seul destroyer détruit pendant le Sigin 44 s'appelait l'USS Core. Voilà, tu le sais, par la batterie de Saint-Marcouf en face des îles du même nom dans le Cotentin. Voilà, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? c'est une passion, en fait. Il faut pas que tu te l'enlèves. Ah non, 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 c'est. En fait, je pense qu'on se ressemble pour plein de choses, tu vois. En fait, t'as des choses, t'as des addictions. Ok, bah c'est tard le soir, c'est le moment, en fait. C'est comme ça. C'est ton moment, en fait. C'est tard le soir et je pense que t'auras pas autant de plaisir de le voir en journée, tu Ah vois. ben en journée, c'est aucun Ça intérêt. t'arrête pas, Ouais, tu vois. ouais, Mais ouais. je suis comme toi. Et moi, maintenant, j'ai fait la paix avec ça. Ou de se dire, il faut se coucher tôt et tout. Non, j'aime bien me coucher tard, j'aime bien voir ça. Ouais, Après, c'est de voir un peu comment équilibrer les choses, tu vois. c'est ça, c'est ça. Maintenant, Puis des c'est fois, je fais comment, des siestes entre midi et deux. et comment tu interagis socialement, comment t'es pas plongé dans ton truc. Mais ça fait partie de toi, t'es du soir, donc c'est Ouais, comme ça. oui, 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 c'est vrai. Oui. Après, c'est savoir comment équilibrer. Bah, tu vois, maintenant que je fais un peu plus de sport, je peux plus me coucher tard le soir, je suis Ouais, crevé, en fait. je vais venir soulever de la fonte avec toi, Christophe. Donc il y a ça, mais aussi, ouais, tu peux rattraper un peu, entre guillemets, les heures de sommeil avec la sieste, tu vois. C'est simple. Ah, je suis un fan de la sieste. Moi, c'est ce que j'ai kiffé hein, quand je suis allé en Espagne cette année. Je voyais les boutiques qui fermaient entre 2h, 14h30 et 16h. Moi, Tu vois, j'ai eu je trouve ça génial. j'ai eu mon premier patron, le gars qui m'a fait venir en Algérie, c'était un homme extraordinaire. C'était un commercial, j'ai jamais vu ça, qui était capable de te retourner une situation. C'était un génie. C'était un génie, le gars. Vraiment, tu vois, on parle des gens qui sont inspirants. C'était quelqu'un d'inspirant. Et lui, il avait cette particularité. On était dans une réunion. À un moment, il disait stop, je fais ma sieste.
Et il faisait une micro-sieste d'une minute. Et après, il repartait. Ah ouais? Ouais, c'était extraordinaire. Et donc, on le savait. Donc, il nous disait stop, je fais ma sieste. Donc, on arrêtait, on attendait. Puis, il revenait. Voilà, c'était reparti. Et alors, c'était assez. Je sais pas pourquoi je raconte ça, mais c'était assez amusant, quoi. C'était assez. Non, mais c'est bien, tu me tends la perche pour finir avec les voyages. Il y a un pays que tu aimerais bien visiter, que tu n'as pas encore visité, parce que là, je pense que tu as tout fait en fait. Non, j'ai pas tout fait. J'ai fait. Enfin, faire, c'est toujours bien. J'ai eu la chance de voyager. Quand j'étais en Polynésie, j'ai fait quelques allers-retours sur l'Amérique du Sud. Ça, c'était très chouette. Tu as fait quoi en Amérique du Sud? J'ai fait Chili, Bolivie, Pérou, Colombie. En format backpack. Hein. Mm. Et immersion totale, ça c'était très sympa. J'ai eu l'occasion d'aller sur l'île de Pâques. Ouais, j'allais te demander ça. Moi, c'est ma target, tu vois. Ah, et ça c'est le truc. Moi c'est le truc qui a été formidable, quoi. Tu vois, tu te dis t'es au bout du monde. Et t'es vraiment au bout du monde, tu vois, parce que déjà c'est plusieurs heures de vol pour arriver sur sur un caillou pelé au milieu de l'océan, quoi. Et les gars, ils ont construit des trucs monumentaux, tu vois. Tu sens l'énergie, parce qu'à chaque fois, tous les gens qui m'ont donné envie d'y aller, ouais, non, mais ils me disent il y a une énergie de ouf, mais t'as un truc. il y a un truc, ouais. Ouais, t'as un truc. T'as un truc Ok. t'as un truc qui est vraiment. Alors, je sais pas, moi j'y étais en 92, tu vois, ça date. Je sais pas si ça s'est développé d'un point de vue tourisme et tout ça. Moi, à l'époque, c'était encore des pensions de famille. J'avais pris un vol militaire chilien que j'avais vaguement négocié pour pouvoir y aller, tu vois. Non, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Et je m'étais passionné pour la culture pasquane, je sais plus comment on appelle, les écritures qui s'écrivent dans un sens et dans l'autre, avec des représentations un peu, pas des hiéroglyphes, mais un peu, voilà, avec des animaux, des tortues, des machins, des poissons. Et je m'étais vraiment passionné pour, d'ailleurs, toute la culture du triangle polynésien. Non, ça c'était une claque. C'était une claque, tu vois, c'est dur à décrire. C'était vraiment t'es dans une nature sauvage et aride, hein, parce que c'est pelé. Hein, et t'as ces espèces de statues. T'as l'impression que le chantier s'est arrêté du jour au lendemain, en plus, parce que tu vois encore celles qui sont dans le carrière. Alors maintenant, on a progressé pour savoir comment ils les montaient, pourquoi ils les ont montés. Parce qu'à l'époque, quand j'y étais, il y avait plein de théories. Hein, Ouais, comment ils ont fait, ça pèse des tonnes, tu vois. Ouais, t'as des gens qui ont fait des expérimentations. Non, mais c'est intéressant. Mais voilà, donc ça, c'était super. Aujourd'hui, t'as un pays qui me botte bien, ce serait le Japon. Je sais qui a été. Bon, je suis un peu le spécialiste, enfin, le modeste. Non, le Japon, c'est vraiment... quand j'étais au lycée, je faisais tous mes exposés, quelle que soit la matière, sur le Japon. Ouais. Ouais, j'adorais Tu l'histoire. t'es jamais allé ou tu allais? Non. Ah ouais. Et c'est vraiment... ouais, c'est vraiment un pays qui m'intéresse beaucoup. La culture, la nature, enfin c'est... Alors je sais que c'est devenu très touristique. Plus accessible, en tout cas. Ouais. Maintenant, voilà, j'ai moins... j'ai été... ce que j'ai fait quand j'avais moins de 30 ans, je serais plus capable de le faire aujourd'hui. Crapahuter en Afrique, là, dans des conditions un peu... Un peu roots. Un peu Ouais, je suis comme toi. Hein. un peu craignos. Non, j'ai besoin de mon petit confort. J'ai besoin de... Venezuela, non? Je suis pas sûr en ce moment. Pas sûr que ce soit le bon Moi, moment. j'ai très mauvais. C'est mes pires souvenirs de voyage là-bas. Ah ouais? Ouais. Et non, moi, j'ai pas de mauvais souvenirs. Bon, parfois, tu es dans des situations un peu craignos, mais c'est plutôt des belles rencontres. C'est plutôt sympa, ça. Mais tu vois, je dis que je suis attiré par le Japon, mais idéalement, mais ça sera jamais, malheureusement, j'aimerais aller au Japon en parlant japonais, tu vois. Parce que tu rencontres le pays totalement différemment quand tu parles la langue, tu vois.
Et c'est pour ça que j'ai adoré bosser en Algérie. J'ai adoré l'Algérie. C'est un pays magnifique. On a une image très fausse de l'Algérie en France, qui est totalement caricaturale. Et c'est un pays, c'est un pays formidable avec une richesse, une culture, puis des gens formidables. Tu vois, moi, j'étais fier. J'avais l'impression, j'étais fier quand j'ai eu ma carte. Hein. C'est le résident. Maintenant, j'ai moins la bougeotte. Tu vois, c'est bon. Peut-être des histoires de. On se sent un petit peu plus coupable quand on prend l'avion maintenant. Tu vois, c'est un peu plus. On va pas aller là-dedans. Moi, je sais que j'avais fait un post viral sur le Japon et je me suis fait défoncer sur ça. Ouais. C'est un autre débat. Non, mais le Japon, apprends le japonais, tu peux déjà l'apprendre ici, tu vois, tu peux déjà commencer. Ouais, tu l'as dit, t'aimes bien apprendre des nouvelles choses, donc là, avec les nouvelles techno... Ouais, ce serait un challenge ambitieux. Ce sera ta récompense pour tes 1 an de boîte. Je peux te donner ça. Hein. Ouais. Bon, Xavier, on arrive à la fin. Ouais, super. Merci à toi. Merci à toi. Si on veut bosser avec toi, te contacter, comment on fait hein LinkedIn, c'est ce qu'il y a. Je suis très réactif sur LinkedIn. Ça marche, Xavier. Écoute, déjà, merci pour cette année, pour moi. Pas de rien. Tu peux pas savoir comment c'était super important, déjà de se lancer, de trouver un client... Je te donne des claques. Je te donne des claques, ouais. Mais comme je t'ai dit, moi je me suis lancé, c'est pas pour en faire le même job. Ouais. Sur le papier, oui, je fais le même job que quand j'étais salarié, mais c'est aussi être skin in the game, tu vois. Ah bah non, mais et tester ses limites et la nouvelle expérience. Là... je pense que tu as vu un peu... L'idée, c'est pas de donner des claques, hein. C'est de se challenger, de savoir est-ce que tu es sur le bon sujet. Voilà, moi, je n'ai pas plaisir à donner des claques, comme tu dis. Hein, c'est pas... Non, mais j'ai surjoué, mais tu as compris l'esprit. Ouais, hein. bien sûr. À un moment donné, pour progresser, tu peux pas rester dans ta zone de confort. Tu vois. Faut l'agrandir, c'est ça. Et c'est bien pour tout le monde. Hein. Tout le monde est gagnant à la fin. Quoi. C'était un plaisir cette année de bosser avec toi. Merci Christophe. Et tout le meilleur pour toi. Merci beaucoup. Et au prochain reset. Écoute, pas trop vite. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser professionnellement. Même en dehors, bien sûr. Je sais que t'aimes bien faire la fête là. Bon, merci Xavier. Merci à toi. À bientôt.